Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi, oui, on est bien lundi, il est 22 h. J'ai lancé le live pile à 22 h. Je sais pas si vous avez noté ça, c'est assez rare pour être souligné, donc j'en suis extrêmement fier. J'espère que vous l'aurez vu. Bref, pas en retard, le lundi, il se passe des choses très étranges sur cette planète en 2025, en tout cas dans ce début du mois de juin. Mais voilà, on est là, c'est Lucarne américaine, épisode 19 ce soir. Déjà l'épisode 19 en direct. Donc, pour ceux qui jamais écoutent le replay, hein, je vous invite à faire comme ceux qui sont déjà présents dans le chat et que je vais saluer. Ma foi, Isanoe, Romano, Nacio, Red et Nostromo qui sont déjà là. Bonsoir, messieurs, ravi de vous retrouver. On va passer une heure et demie à faire le tour des Amériques. Et pour le coup, ce soir, on va vraiment faire le tour des Amériques puisque... on va naviguer entre le nord et le sud. On va découper l'émission en deux parties. Véritablement, dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau des éliminatoires pour la Coupe du Monde, parce que oui, que ce soit au nord comme au sud, ça joue au niveau des éliminatoires. Et ensuite, on ira faire un énorme dossier. Je l'avais promis hein, la semaine dernière. On aura un énorme dossier sur la Gold Cup. Voilà, j'avais perdu mes mots, mais voilà, j'y arrive. Est-ce qu'on va parler de la Coupe du Monde des clubs? Non. Est-ce qu'on va parler du dossier CR7 à River? Non. Je ne sais pas si tu as vu, Vince, et je te salue, que ils ont... C'est assez rigolo. Je fais la parenthèse avant qu'on lance. Donc, il y a une rumeur à la con sur Cristiano Ronaldo à River. Elle s'est vite calmée quand même, parce que hier soir, Ronaldo a laissé entendre qu'il allait rester à Al Nasser. Ce qui est assez drôle, c'est que comme il y a eu une rumeur que Gachardo l'avait contacté, que blabla, on a eu une rumeur Boca aujourd'hui, comme quoi Boca on avait proposé les services de Cristiano Ronaldo à Boca. Alors la différence, elle est toujours là, hein, au niveau des journalistes, vous savez très vite qui est supporter de qui. C'est-à-dire que d'un côté, c'est River qui va contacter Cristiano Ronaldo, de l'autre côté, on propose Ronaldo à Boca. Je vous laisse faire le choix, il ira probablement ni dans l'un, ni dans l'autre. Il y avait déjà la rumeur Flamengo et Botafogo, ils vont l'envoyer absolument partout. Je n'avais pas vu Red que Neymar avait prolongé à Santos, donc voilà, tout ça pour dire, les rumeurs de transfert, c'est pas ici. La Coupe du Monde des clubs, c'est pas ici. Voilà, les choses sont claires. On n'en parlera pas, on la couvrira probablement pas, hein. Je sais que Vincent va la suivre parce que c'est la seule compétition continentale de son cher Boca. Et en plus, pour le plaisir de faire une Coupe du Monde des clubs avec Fabra titulaire, moi je pense que franchement, je le comprends, je suis à deux doigts de craquer. Il va jouer à Auckland City, c'est possible. Non mais voilà, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bref, tout ça pour dire, et si vous voulez continuer les rumeurs, qu'il n'en est plus une, Mastantuono au Real, c'est fait. Voilà. Bref, il va jouer la Coupe du Monde avec River, forcément, puisqu'il est mineur. N'en déplaise aux supporters du Real. Mais voilà, bref, je le disais, l'émission de temps, éliminatoire Gold Cup, on a fait une intro, on est déjà parti un petit peu en sucette en parlant de trucs qui sont pas prévus, mais c'est aussi ça, le fait d'être en direct les lundis soirs, ça permet de répondre à plein de questions et à parler plein de choses. Normalement, on parle pas de foot européen, mais Gibraltar maintenant 0, j'ai cru voir passer ça, Nir, on verra s'il tient jusqu'à la fin de l'émission. Il joue contre qui? Je sais pas du tout d'ailleurs, j'ai pas regardé contre qui il jouait Gibraltar, tu peux me le préciser, ça serait pas mal. J'ai juste vu le message sur le Discord, je crois que c'est toi qui l'as mis, que Gibraltar menait 1-0. Si Boca ne sort pas de la poule, on risque de perdre Vincent. On l'a déjà presque perdu, hein, deux doigts d'acheter un maillot de River, hein, le Vincent. Les îles Féroé, ok. Ça marche. Bon, eh ben écoutez, vous savez quoi? On est déjà bien, on est déjà... c'est là-bas. Ah ouais, pas mal. Grosse perf, pour le coup. On est installé, on est bien, on va pouvoir y aller, on va commencer hein, directement avec les news de la semaine. Et les news de la semaine, elles vont surtout rimer avec éliminatoire de Coupe du Monde. On va parler, je l'avais annoncé, on ne va parler que de ça. Et on va aller donc, je le disais aussi, du nord au sud. Et on va commencer donc par les éliminatoires nord-américain, parce que oui, dans la zone CONCACAF, pendant que l'on se prépare pour certains à la Gold Cup, pour d'autres, on ferraille un petit peu pour continuer à aller se qualifier, à essayer d'aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Je rappelle que la Coupe du Monde a lieu dans la zone CONCACAF, elle est organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui sont donc eux déjà qualifiés, mais pour les autres, eh bien pour les autres, il faut se battre. Il faut se battre, et avant de regarder un petit peu les derniers résultats, et pour vous dire où on en est,
Je rappelle quand même un petit peu le format, comment ça fonctionne tout cela. Il y a 3 tours pour se qualifier à la coupe du monde dans la zone CONCACAF. On est actuellement en train de passer le 2e tour. Dans ce 2e tour, il reste 24 équipes, engagées. Le 1er tour a servi à écrémer, hein, c'est comme toujours, hein, un petit peu les plus petites nations de la zone et ensuite on se retrouve à 24. Il y avait des qualifiés d'office, forcément ceux qui étaient les mieux classés. 24 équipes, 6 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour le 3e et dernier tour. Ce 3e et dernier tour, les équipes qualifiées seront réparties en 3 groupes de 4, dont les 3 premiers, dont les vainqueurs, se qualifieront directement pour la Coupe du Monde. Et il restera 2 places pour celle-ci. 2 places pour celle-ci qui se feront au meilleur des seconds. Les meilleurs secondes, les 2 meilleurs deuxièmes de ces 3 groupes se qualifieront pour le barrage intercontinental parce que oui, la CONCACAF a droit à 2 places dans ces barrages intercontinentaux. Je rappelle que ces barrages intercontinentaux sont prévus en mars 2026 sur les dates FIFA de mars 2026 qu'on ne sait pas encore où ils vont se tenir, dans l'un des 3 pays hôtes ou peut-être sur les 3 pays hôtes, on verra bien. Donc on en sera là. On connaît un qualifié, c'est la Nouvelle-Calédonie et on attend forcément les autres qui seront des autres zones, à l'exception de l'UEFA, pas de barrage intercontinental pour l'UEFA. Il n'y aura donc, Nostromo, pas de tournoi hexagonal final pour la CONCACAF, 3 groupes de 4, je rappelle, et je vais y revenir dans un instant. Le premier se qualifiera pour la Coupe du Monde, il y aura donc 3 qualifiés, et les 2 autres iront sur un barrage intercontinental. Salut à toi, Kergal, pour une fois que j'arrive sur un des lives, je suis content, bah écoute, bienvenue à toi, ravi de t'accueillir sur le live. Est-ce qu'on parle du Piojo Herrera qui a mis une danse aux Bahamas? On va en parler tout à l'heure, du Piojo Herrera, d'ailleurs on va en parler là, puisque on va forcément parler de ce qui s'est passé dans cette zone CONCACAF. Je le disais donc, on est au 2e tour. Ce qu'il faut savoir sur ce 2e tour, je le disais tout à l'heure, les 24 équipes ont été réparties en 6 groupes de 4, mais on ne joue pas en match aller-retour, hein, parce que sinon ça serait ingérable au niveau du calendrier. Donc ce sont que des matchs simples. Il y a eu des tirages au sort pour savoir qui allait jouer où et comment, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui allait recevoir qui, etc. etc. Donc c'est sur des matchs entre guillemets secs en face à face. Et donc là, il ne nous reste plus qu'une journée qui va se jouer en ce milieu de semaine. On va passer un petit peu en revue rapidement, hein, parce que c'est le 2e tour. On va regarder un petit peu où l'on en est. Vous voyez les résultats de la 4e journée. Vous voyez les 6 groupes de 4. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de qualifiés pour le 3e tour parce que il ne reste plus qu'une journée. Donc mathématiquement, il y a des choses qui sont déjà réglées. Important de noter qu'on connaît déjà le barragiste Sudam, ce sera la Bolivie, puisque les Colombiens vont finir 8e. Nier est déjà bien, on va en parler tout à l'heure. Je vois les notifs des lives, malheureusement, c'est trop tard ou tôt pour regarder la MLS. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec nous, si tu veux être en direct, à part le lundi soir, les autres temps, c'est plutôt... faut pas dormir, voilà. Faut pas trop dormir, on va se le dire comme ça. On revient sur ces éliminatoires-là, donc je le disais, il reste une seule journée, on jouait la 4e journée de ces éliminatoires, et il y a donc déjà pas mal de qualifiés. J'en profite d'ailleurs pour une petite parenthèse, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre ces matchs-là, vous pouvez les suivre de manière gratuite et légale, puisque c'est diffusé sur le YouTube de la CONCACAF. Je mettrai le lien dans la description, vous avez l'habitude de cette phrase, mais voilà, vous tapez sur YouTube CONCACAF, et vous avez les lives qui sont prêts, ils sont déjà prêts, hein, ils sont déjà annoncés. Donc vous pouvez suivre ces matchs-là entre toutes ces nations-là. C'est gratuit, c'est légal, faut en profiter. Donc. Bref, je le disais, dans le groupe A, on va faire un petit peu rapidement hein, la revue des groupes. Dans le groupe A, le Honduras s'est déjà qualifié, 3 victoires en 3 matchs. La 2e place va se jouer sur une finale entre Cuba et les Bermudes. Cuba qui va recevoir les Bermudes pour la dernière journée. Et donc la qualif va se jouer là. J'ai regardé la H, c'était pas beau, j'ai eu un peu peur. Après, c'est assez difficile. Hein. On est encore très tôt dans les tours et il y a forcément parfois des gros niveaux de... Voilà, sur le contenu des matchs, c'est un petit peu particulier parfois. Faut pas trop y prêter attention. Voilà, faut faire attention de manière générale. Le Panama n'a gagné que 2-0 contre le Belize. Alors oui, tu vois le résultat. Je t'invite. Alors j'ai pas mis les visuels. Je t'invite à aller voir le terrain. Je vais pas faire mon Carlo Ancelotti, mais
C'était compliqué. Va sur le Twitter de la Fédération panaméenne, fais pas foot, F-E-P-A-F-U-T, et tu verras que c'était un synthétique qui a très, 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 très mal vécu. Enfin, il est très âgé, on va dire. Bref, donc il y a aussi ces paramètres à prendre en compte de manière générale. Il y en a qui n'ont pas fait dans le détail, hein. Haïti ou le Costa Rica qui a gagné 8-0 face aux Bahamas, ils n'ont pas fait dans le détail. Justement, dans ce groupe B, le Costa Rica, lui, en s'imposant 8-0, a assuré sa qualification. Et là aussi, la deuxième place va se jouer entre Trinidad et Tobago et Grenade. Et ça peut être dangereux, hein, pour Trinidad et Tobago. Il y a un monde dans lequel ça peut mal se passer, puisque Trinidad et Tobago se rend au Costa Rica en milieu de semaine pour la dernière journée, pendant que Grenade se rend à Saint-Kitts-et-Nevis. Donc il y a possibilité pour Grenade de cartonner, c'est pas sûr, hein, mais pour vous donner une idée, la différence en cas d'égalité, enfin le départage en cas d'égalité, se fait à la différence de but, hein. Le premier critère, c'est la différence de but. Donc, il y a un monde dans lequel ça se passe mal pour Trinité et Tobago, et dans lequel Grenade fait une perf à Saint-Kitts-et-Nevis, et double Trinidad et Tobago sur le fil pour le troisième tour. Ça serait quand même, comme tu le dis, Nostromo, hein, Trinidad et Tobago a joué la Coupe du Monde 2006, ça a bien chuté. Ça serait quand même un carnage, hein, pour les Soca Warriors. On n'en est pas là, mais il y a un monde dans lequel, mathématiquement, c'est encore possible. Si on continue de parcourir un petit peu les groupes, vous voyez que les groupes C, D et E sont bouclés. Concrètement, Curaçao, Haïti, Nicaragua, Panama, Guatemala, Jamaïque sont qualifiés pour le troisième tour. Pas de grande surprise, hein, si ce n'est peut-être l'élimination de la République dominicaine qui sera à la Gold Cup, et on en parlera rapidement tout à l'heure, qui n'est pas forcément une des grandes forces de la zone, mais qui, en ces derniers temps, est capable d'aller chercher quelques petits résultats ou d'accrocher des performances. Bon, il n'y aura pas de troisième tour, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour la République dominicaine. Le groupe n'était pas facile, hein, avec Guatemala et Jamaïque, forcément. Il y a toujours des têtes de série, hein, dans les groupes, hein. On voyait du côté de Curaçao et Haïti, le groupe est quand même disproportionné. Un peu la même chose du côté de Nicaragua et Panama. Le groupe était pas simple avec. Oui, voilà, c'est ça. Le groupe était pas simple pour la République dominicaine. Mais elle sera à la Gold Cup, on en reparlera dans un instant. Dans le groupe F, le Suriname est assuré de sa qualification, 3 victoires en 3 matchs. Et donc la dernière place va se jouer dans un duel à distance entre le Salvador et Puerto Rico. Et là, on peut avoir une sensation, parce que le Salvador, lui, accueille le Suriname, qui est déjà qualifié, donc voilà. Mais Puerto Rico, lui, accueille Saint-Vincent et les Grenadines, donc a la possibilité aussi de faire une perf. En gros, mathématiquement parlant, si le Salvador ne fait pas au moins un match nul, eh ben, il peut sauter. Concrètement, s'il y a victoire de Puerto Rico, voilà. Le Salvador, il y a un monde aussi dans lequel le Salvador saute, et ça serait quand même absolument énorme, hein, d'imaginer Puerto Rico s'imposer. Je rappelle que Puerto Rico n'a participé forcément à aucune Coupe du Monde, mais même pas à la moindre Gold Cup, hein, dans toute son histoire. Donc voilà. Salut Alessandro, le supporter de Pachuca qui prépare sa Coupe du Monde des clubs. Écoute, de retour après une longue absence, ravi de te retrouver. Je sais que généralement, quand on était sur YouTube+, écoute, bienvenue sur la plateforme violette, comme on dit. Ravi de t'avoir avec nous. Donc voilà, donc il y a un monde dans lequel il peut y avoir deux petites sensations. Ces sensations pourraient concerner le Salvador et Trinidad et Tobago, deux équipes qui ont déjà connu une présence en Coupe du Monde et qui pourraient sauter dès le deuxième tour. Bon, on en est loin, hein, vous l'avez compris, vous le voyez en regardant les classements, ils ont quand même les cartes en main. Donc voilà, il peut y avoir des surprises, mais il va falloir travailler pour qu'il y ait des surprises, on va dire. Voilà. On connaîtra donc les qualifiés en milieu de semaine. Le tirage au sort du troisième tour aura lieu le 12 juin, donc en fin de semaine. Et Cuba, oui, effectivement. Et Cuba qui peut sauter face aux Bermudes, mais pareil, Cuba a son destin en main aussi. Merci de l'avoir rappelé, Nacio. Donc, je le disais, tirage au sort en fin de semaine pour ce troisième tour. Et je rappelle donc, quand même, gardez bien ça en tête, on a déjà déqualifié. Et pour ce troisième tour, 3 groupes de 4. Les vainqueurs de groupe pour qualifiés à la Coupe du Monde, 3 groupes de 4, oui c'est ça, les 3 vainqueurs de groupe qualifiés pour la Coupe du Monde, les 2 meilleurs seconds iront en barrage intercontinental qui se disputera en mars 2026. On ne sait pas encore où, et pour lequel il y aura aussi des tirages au sort avec des têtes de série, etc., qui seront déterminés en fonction du ranking FIFA
au moment du tirage au sort. Et donc, voilà. Je peux vous expliquer brièvement, hein, le playoff intercontinental. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Concrètement, il va y avoir 2 têtes de série qui vont être désignées et qui affronteront en finale pour la Coupe du Monde le vainqueur d'un match opposant 2 non-têtes de série. Voilà, c'est plus ou moins comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Imaginez qu'il y a un play-in, il y a 2 têtes de série qui sont déjà sur la finale. Et pour avoir un adversaire, il va y avoir un barrage entre 2 autres équipes. Donc il y a 4 équipes qui ne sont pas têtes de série, 2 qui sont têtes de série. Et voilà comment ça marche. On ne sait pas encore où ça va se passer. On sait juste que c'est en mars l'année prochaine. On en est encore loin. Voilà donc pour la partie nord-américaine. Vous le voyez, on est en train d'avancer, mais on est encore loin de l'objectif. On y sera en fin d'année, justement, pour nous emmener jusqu'à mars l'année prochaine et ce barrage. Mais on avance un petit peu. Alors, c'est pas le même marathon que certains Asiatiques, hein, qui ont 5 tours pour aller jusqu'au barrage intercontinental. Mais on est quand même sur 3 tours. Et effectivement, la tradition de l'hexagonale finale, cette année, on ne l'aura pas. Et en même temps, il y avait déjà 3 membres déjà qualifiés. Honnêtement, tu vois Cuba craquer pour la qualif. Honnêtement, Kergal, non. Voilà. Surtout face aux Bermudes, je ne pense pas. Mais même sur les 3 que j'ai cités, hein, j'ai du mal à imaginer Trinité et Tobago et le Salvador, carte en main, craqué à domicile. J'ai peut-être déclenché un effet halo, mais voilà. Les Kiwis ont battu la Côte d'Ivoire hier. J'aime bien les revoir, les Néo-Zélandais. Bah, tu les vas aller revoir puisqu'ils sont qualifiés. Donc, ils seront à la Coupe du Monde, donc tu les verras. Voilà. Concrètement, Côte d'Ivoire qui joue contre le Canada, je crois, le prochain match. Il me semble, en milieu de semaine. Bref, on était au nord. On va aller au sud. Vous étiez peut-être avec nous à des heures pas possibles, hein, je suis désolé, Kergal. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a suivi cette 15e journée des éliminatoires sud-américains. 15e journée, ça veut dire qu'après la journée de jeudi, vendredi, il reste que 3 matchs, il reste donc que 9 points à prendre. Est-ce que du coup, ça sera le même format pour les prochains éliminatoires? Probablement pas. Je ne sais pas, en fait. C'est une très bonne question. On verra. Puisqu'étant donné que maintenant, il y a plus de places qui sont données à l'Amérique du Nord, hein, le passage à 48 a changé les choses. Est-ce qu'on va faire sauter l'hexagonale finale qui, en même temps, n'a plus de sens puisque tu envoies 6 équipes. Donc, il n'y a pas besoin d'hexagonal. Donc oui, probablement que le format va changer pour les prochains éliminatoires. Mais c'est surtout le nombre de places. Je crois qu'ils en ont 6. Donc voilà. D'ailleurs, étonnant que l'Afrique ne joue pas d'éliminatoire sur cette session. Oui, alors je t'avoue que je suis pas trop, j'ai pas trop suivi les éliminatoires africains. Je sais plus trop où ils en sont pour le coup, Natio. Donc là, je vais pas pouvoir te répondre. Et en plus, leur groupe est fourni. Mais après, ils ont les qualifs de la CAN aussi à jouer, hein, l'Africain, si je me trompe pas. Donc il faut placer tout ça. Hein. Je crois, hein, je sais plus. Hein. Donc voilà. La Belgique en a pris 3 face au Pays de Galles. Eh ben, magnifique. Donc ils vont encore faire match nul. Aïe, aïe, aïe. Bref. Les qualifs de la CAN sont terminés. Ok, bah tu vois, je suis au point hein, sur l'Afrique. C'est absolument terrible. Bref, voilà. Bon, on était au nord en Amérique. On revient aux Amériques. On va passer au sud. Je le disais, dans la nuit de jeudi à vendredi, on était en direct hein, pour la 15e journée. Alors, on va quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. J'ai pas franchement eu le temps d'écrire un compte-rendu. Pas convaincu d'avoir le temps d'écrire un compte rendu demain parce qu'il va falloir que je me déplace et le soir je bosse donc voilà ça va être un petit peu compliqué de préparer les choses à temps en tout cas. Vous avez vu que j'ai publié le compte rendu écrit par Boris sur l'Asie un peu tard, hein, c'était prévu pour ce week-end mais voilà. Bref, on va revenir donc sur ce qu'il s'est passé lors de la 15e journée des éliminatoires sud-américains. On va regarder les résultats et on va parler un petit peu de ces matchs-là. Vous les voyez, les résultats de la journée. On parlera du classement dans un instant. Je le disais tout à l'heure, il y a 18 journées, ce qui veut dire qu'il reste désormais 9 points à aller chercher pour chacune des nations encore engagées. Ils sont tous engagés, donc pour chacune des nations engagées. Et on va donc voir un petit peu, essayer de tirer les grands enseignements de cette 15e journée d'éliminatoire sud-américain. On va commencer par le leader, par le champion du monde en titre, par l'Argentine qui continue sa petite promenade tranquille. Au Chili, cette fois-ci, victoire 1-0 hein, qui ne laisse pas montrer à quel point l'Argentine a contrôlé son match.
Je vais revenir dans un instant sur le Chili. But de Julián Alvarez, magnifique but de Julián Alvarez sur un service de Thiago Almada. Contrôle total du match, et puis forcément, hein, on retient les débuts de Franco Mastantuono, qui devient le plus jeune de l'histoire à jouer avec les A, qui peut donc tranquillement partir jouer au Real. On retient que l'Argentine s'est imposée, est un solide leader. Je montrerai le classement dans un instant. Et donc, conséquence, ce match que un certain Arturo Vidal imaginait comme le plus facile à jouer sur les derniers matchs qu'il restait. Bien vu Arturo. A condamné, hein, on regardera le classement dans un instant, mais a clairement condamné le Chili. Et donc forcément, ça grogne très très fort au Chili. Contrairement à Don Carlo, je ne suis pas si sûr que ça concernait le fait que le match nul que concernant le fait que le match nul soit une bonne chose. Bon, on en parlera dans un instant. Je pense que ça arrange un petit peu tout le monde, Nostromo. Bref, tout ça pour dire que au Chili, forcément, ça grogne. On continuait quand même, hein, à espérer, mine de rien, qu'il puisse se passer quelque chose, que le Chili puisse engager une folle remontada, malgré des performances absolument assez dramatiques dans le contenu et pas que au niveau des résultats. Et donc forcément, ça grogne contre Ricardo Gareca, qui lui a déclaré quand même vouloir poursuivre au-delà, hein, de ces éliminatoires-là. Mais forcément, vous imaginez que là, pour le coup, il se prend la foudre, notamment dans les médias. Je vous ai mis quelques exemples que je vais vous afficher. Voilà, ça y va tout en douceur. Ça parle de fin de cycle dans un sens. On reproche aussi à Gareca une organisation tactique et une mauvaise lecture du match qui fait qu'il a fait des changements un peu tardifs, qu'en gros il a offert la première mi-temps à l'Argentine. C'est ce que vous voyez sur le titre de la Quarta en bas à gauche de l'image. Et qui donc il a perdu du temps, hein, concrètement dans ce match-là. Et surtout, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on y va toujours en nuance. On est en Amérique du Sud. Certains commencent à clairement parler de fraude. Ricardo Gareca est une fraude. Voilà. Tout simplement. Lui, veut continuer. Pas sûr, hein, quand même que dans ces conditions, il arrive à résister bien au-delà. Je ne sais pas quels sont les termes de son contrat et combien ça peut coûter à la fédération chilienne de mettre fin à ce contrat-là. Peut-être cher. Et attention, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent dans les caisses de la fédération. En tout cas, beaucoup d'argent comment dirais-je, à utiliser pour payer une clause à Ricardo Gareca. 3 Coupes du Monde de suite loupées par le Chili, ça fait tâche. Oui, ça fait tâche. On y va tout droit. Oui, ça fait tâche. Mais là, pour le coup, il n'y a pas. Après, il n'y a pas de surprise, hein, très clairement. Il n'y a pas de surprise. Au bout d'un moment, c'est Gareca, faut pas espérer un miracle. Oui, après, au bout d'un moment, fallait pas espérer un miracle, quel que soit l'entraîneur, hein, j'ai envie de te dire, qui venait. Arturo Vidal, c'est fort de pas savoir fermer sa bouche avant un match. Mais il a toujours fait ça, hein. Il avait ouvert sa bouche avant le match face au Bayern, ils en avaient pris 8. Il a toujours fait ça, Arturo Vidal, hein, toujours un peu le trash talking avant match. Bon, voilà, du coup, il se fait bien vanner, hein. Il y a eu beaucoup de mèmes sur les réseaux sociaux d'Arturo Vidal post-match. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu, hein. C'est aussi ça, hein. J'ai presque envie de dire qu'il est très argentin dans son comportement, Arturo Vidal, à vouloir tout le temps chambrer. Là, c'est vrai que pour le coup, ça piquait un petit peu. Bref, on verra, hein, dans un instant avec le classement pour le Chili, c'est mal barré. C'est même fini, hein, on peut le dire. Bonsoir à Ronan Bertolo qui vient d'arriver dans le chat aussi. On va continuer à regarder un petit peu. Alors je le disais, hein, c'est pas mathématiquement fait parce qu'il y a eu, mais bon, il y a 8 points de retard, hein, pour le Chili avec le barragiste. Je parle pas avec les qualifiés directs, puisque pour les qualifiés directs, il y a 11 points. Je peux peut-être vous l'afficher tout de suite, le classement, et puis on le réaffichera plusieurs fois. Le classement après 15 journées, le voici quand même, hein, les amis. Vous voyez, le Chili a 10 points et dernier. 11 points de retard sur la Colombie, donc ils ne peuvent pas revenir à la 6e place. 8 points de retard sur le Venezuela, il en reste 9 à prendre. Donc, mais même avec la Colombie, ils ne peuvent pas les reprendre. Il reste 9 points, il y a 11 points de retard, ils ne peuvent pas rattraper la Colombie. C'est quasiment la même histoire, hein, pour le Pérou. Vous le voyez, puisque le Pérou est à 7 points du Venezuela et à 10 points de la Colombie. Donc c'est trop tard aussi pour le Pérou. Ces deux-là sont probablement déjà éliminés. L'Équateur serait déjà qualifié sans la pénalité de 3 points de Byron Castillo. Exactement. Exactement, Chili et Pérou ne peuvent plus atteindre que le barrage, et encore, tu le vois, c'est quand même chaud. 8 points à prendre de plus que le Venezuela quand il en reste 9 en jeu pour le Chili.
Je crois qu'en plus, il y a un déplacement au Brésil, il me semble. Mais donc, voilà, on va pas je pense qu'on va pas déclencher un effet halo en disant que le Chili sera probablement pas à la Coupe du Monde. Mais on va s'intéresser justement au cas de la Colombie, puisqu'il a été évoqué. On vanne toujours un petit peu avec la Colombie. On a beaucoup chambré le Pierre Gerbeau, hein, que j'embrasse, qui fait tout le temps le déprimé, qui voit sa Colombie ne pas aller à la Coupe du Monde depuis plusieurs mois. Bah attention quand même, parce qu'il y a danger. Alors, il n'y a pas danger d'élimination, puisque vous voyez le classement, la Colombie a 7 points d'avance sur la Bolivie, il en reste 9 à prendre. Je vais vraiment insister là-dessus, hein. 9 à prendre. Pour cette campagne d'éliminatoire. Mais il y a un danger, et le danger, c'est pour le barrage. Il y a une possibilité, il y a un monde dans lequel la Colombie va se retrouver, peut se retrouver en barrage. Et il y a un parallèle à faire, je vous vois parler dans le chat de l'Uruguay, et je vais le faire, ce parallèle avec l'Uruguay, parce que c'est vrai que, eh bien, on va d'abord s'intéresser à la Colombie, mais on fera à peu près le même constat pour l'Uruguay. Bah, la Colombie, face au Pérou, elle a quand même été très très peu dangereuse. Elle aurait même probablement dû être menée au score à la mi-temps, tant les Péruviens se sont créés des occasions. Je pense notamment à cette énorme occasion d'Edison Flores, servie par Paolo Guerrero, il aurait dû mieux gérer son contrôle. Le fait est que, donc, ça a été très compliqué pour la Colombie de Nestor Lorenzo face au Pérou, très peu dangereuse, et qui concède encore un match nul à la maison. La Colombie coince très fortement, et donc forcément là aussi, bah, la presse commence à taper, hein, commence à attaquer fort. Vous le savez, hein, on est en Amérique du Sud, on est comme partout en fait, mais un petit peu plus, puisqu'on est en Amérique du Sud et que les passions sont un peu plus exacerbées. Donc la culture de l'instant est encore plus forte, et donc forcément il y a aussi toute une presse qui s'en régale de ces choses-là, puisqu'on commence à voir sortir des choses un petit peu partout, notamment une altercation entre Duran, sympa ce scapulaire de la transpi, ouais, c'est Barranquilla, hein, car regarde, il fait très très humide et très très chaud là-bas. Donc je le disais, ça commence à nous sortir une potentielle baston entre Duran et Nestor Lorenzo à la mi-temps, une sorte de Anelka Domenech version Colombie. Bon, voilà, ça parle de tous bords, les deux ont nié, les deux ont forcément nié pour le coup, donc on n'est pas dans le Anelka Domenech, mais vous voyez ce que je veux dire. Et Nestor Lorenzo, bah, il échappe pas aux critiques, hein, forcément, et là aussi, hein, tout en nuance, lui qui était un génie il y a un an, hein, très franchement, sa Colombie à la Copa América était absolument magnifique, bah, aujourd'hui, Nestor Lorenzo est un escroc, est une fraude, voilà, je le disais. Il y a quand même des résultats qui ne sont pas bons. La Colombie reste sur 3 défaites et 2 matchs nuls lors des 5 dernières sorties dans les éliminatoires. Les 2 derniers nuls, c'est à la maison. Et donc elle se retrouve à portée de tir du Venezuela. Le Venezuela qui, lui, vous le voyez, hein, sur le classement, le Venezuela qui a battu la Bolivie de but à 0. Et qui au classement fait la belle affaire, puisque 1, il met la Bolivie à 4 points, et 2, il revient à 3 points du duo Colombie-Uruguay. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi une équipe invaincue pendant 28 matchs peut se casser la figure comme ça. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans la maison Colombie. On ne sait pas quoi. Il pourrait, et comme on ne sait pas quoi, tu vois, il y a toujours les petites rumeurs qui viennent. Il y a des tensions dans le vestiaire. Il y a des cadres qui veulent ça. Nestor Lorenzo tient plus son équipe. Le message passe, les grands messages classiques. En fait, on n'en sait rien. Il y a un ressort qui s'est cassé. Le fait est que c'est pas à 3 journées de la fin que tu vires le coach. On va voir, hein, la Colombie peut quand même se qualifier directement encore. Elle a son destin en main. Il va arrêter de falloir perdre du temps, mais elle a quand même encore son destin en main. Et donc, voilà. Attention donc au Venezuela qui revient à 3 points. 4 points d'avance sur la Bolivie, c'est la belle affaire du coin. Et on va faire un parallèle parce que justement, entre le Venezuela et l'Argentine, entre les deux extrêmes de ce classement, le déjà qualifié et pour l'instant celui qui s'accroche à sa place de barragiste, il y a et même, je vais même dire, entre l'Argentine et la Colombie, il y a 4 équipes. L'Équateur, le Paraguay, le Brésil et l'Uruguay. Et on va s'intéresser dans un instant à l'Uruguay et faire le même parallèle qu'avec la Colombie. On va quand même un petit mot sur le Équateur-Brésil, la première de Carlo Ancelotti à Guayaquil. Alors, on a vu passer des choses. J'avoue que j'en parle pas trop. Je crois que quelqu'un l'a mis sur le Discord, sur Carlo Ancelotti qui découvre le logo du Barça. Il y a eu
des choses qui ont été partagées qui ont été mises sur TikTok et tout. Quelqu'un qui a mis un sous-titrage alors qu'on n'entend absolument pas ce qui peut se dire entre Ancelotti et ses adjoints. Voilà, ils lui font dire que ils se sont trompés sur le logo du Barça, que pourquoi ils ont fait ça alors que je suis là, ils ont dû faire ça parce que je viens de Real. Bon, voilà, ça fait un peu Carlo Ancelotti ne sait pas qu'il y a un Barcelone en Équateur. Alors ça, c'est possible. Mais bon, donc je sais pas trop quel crédit accorder à ce genre de vidéo. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Carlo Ancelotti nous a fait une Javier Mascherano, c'est-à-dire que son Brésil s'est mis à ne plus jouer en deuxième mi-temps, quasiment, s'est mis à verrouiller en fin de match en subissant beaucoup, et au final a fini par accuser l'état du terrain. Bon, bienvenue en Amérique du Sud, garçon, mais il va falloir montrer d'autres choses, et d'autres choses. Je le disais, ce match nul peut finalement arranger un petit peu les deux, hein, quand même, hein, parce que vous voyez que l'Équateur a 24 points, que le Brésil en a 22, qui reste tranquille, accroché. Attention, parce que le Brésil reçoit le Paraguay. Lors de cette prochaine journée, Paraguay, ils vont accueillir le Paraguay à Sao Paulo. Et là, le Paraguay, attention à la dynamique. Je vois vos messages. C'est le Paraguay 24 points à la surprise. Bah oui et non, finalement. Si ça se trouve, c'est l'Uruguay qui finit en barrage, ce qui irait dans la grande tradition des qualifications mondiales de l'Uruguay. Donc voilà. Ils ont été bons, mais visiblement, il y a quelque chose de cassé, je pense, pour l'entraîneur qui n'arrive plus à passer son message. Il y a des choix catastrophiques ces derniers temps venant de la part en termes de coaching. Tu parles de la Colombie, je pense, Kiergal. Donc voilà. C'est pareil pour la Colombie comme pour l'Uruguay, ça tourne super bien et après ça tousse. Bah voilà, justement, on va en parler. Je pense, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que le point d'inflexion, c'est le Colombie-Uruguay de la Copa América. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour les deux, hein. Voilà. Mais avant de parler de l'Uruguay, petit message sur le Paraguay. Le Paraguay, c'est le monstre du moment. Je ne sais pas si Vince est encore dans le coin, mais il va pouvoir préparer son livre sur Alfaro. Parce que le Paraguay, en fait, on va le dire, hein, ils vont aller à la Coupe du Monde, 24 points. Ils ont 6 points d'avance sur le Venezuela. Ça se fera pas, peut-être pas lors de la prochaine session, mais la session d'après. Le Paraguay, le rythme du Paraguay, c'est simple. Depuis qu'Alfaro est là, c'est victoire à la maison, match nul en déplacement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est carré, c'est réglé c'est réglé à la virgule près. Et le Paraguay a battu. Et en fait, en plus, quand il gagne à la maison, il gagne tranquillement à la maison. En témoigne le match face à l'Uruguay que l'Albiroja a totalement dominé. Et forcément, ça a fait beaucoup parler, pas qu'au Paraguay. Au Paraguay, forcément, on est ravis, mais surtout en Uruguay. Et là, je vais y arriver. Depuis l'arrivée d'Alfaro, le Paraguay est revigoré. Exactement. J'ai cru comprendre que les Boliviens avaient été retenus 12 heures à l'aéroport de Baturin et demandent le report du match contre le Chili. Ah, j'ai pas vu passer, Nacio. Très bien, merci pour l'info. On en parlera dans un instant, c'est Bolivie-Chili, hein, le match de la prochaine soirée, session d'éliminatoire. J'arrive sur l'Uruguay, parallèle avec la Colombie, parce que justement, depuis la Copa América, l'Uruguay, ça va pas. Comme la Colombie, on s'enflammait, hein, c'était les deux équipes qui jouaient le mieux à la Copa América sur la phase de groupe. Et puis ça s'est détérioré petit à petit, et ça s'est vraiment, pour le coup, vraiment détérioré du côté de l'Uruguay. Pour vous donner une idée, l'Uruguay n'a marqué que sur 2 de ses 9 derniers matchs d'éliminatoire, disputés depuis la Copa América. Et ces 2 matchs, il y en a un, c'est face à la Colombie, victoire 3-2, et l'autre, c'est un but partout face au Brésil. Et donc le bilan comptable, même si Bielsa n'aime pas les résultats, mais là pour le coup on est obligé de s'y confronter, le bilan comptable c'est une victoire face à la Colombie, donc l'autre grand malade de la zone, 5 matchs nuls et 3 défaites, et donc un Uruguay qui se montre surtout totalement impuissant offensivement parlant, pas de Darwin le week-end dernier et quasiment pas de danger créé, et ça préoccupe Bielsa qui en a parlé en conférence de presse sur le fait que son équipe ne génère pas véritablement de danger. Et quand tu génères pas de danger, tu t'exposes derrière. Et là, ça devient très compliqué. Et vous le voyez au classement, l'Uruguay, et comme la Colombie, n'a que 3 points d'avance sur le Venezuela. Et devinez qui est le prochain adversaire de l'Uruguay. C'est le Venezuela, tout simplement. La pression est donc maximale sur les épaules de Marcelo Bielsa.
dont l'image tête basse assis sur sa glacière a fait un petit peu le tour des médias en Uruguay, et on s'inquiète hein, vraiment. Alors on n'est pas dans le même cadre que au Chili ou, ou en Colombie. Hein. En Uruguay, on respecte un petit peu le travail des coachs, on les laisse aller jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, on les entend pas beaucoup. Mais voilà, tu penses que ça vient de l'extérieur, les problèmes de l'Uruguay, notamment de Suarez? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On a des rumeurs de temps en temps, comme quoi c'est toujours pareil. En fait, c'est un peu le même. C'est un petit peu le même. Comment dirais-je? Le même chemin quand ça ne fonctionne pas. On commence à te dire que ça s'est cassé dans le vestiaire, que le message passe plus, qu'il y a des tensions à gauche, à droite, ce qui peut être vrai parfois, mais c'est difficile de savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Bielsa a dit qu'il était le seul responsable de la chose, que c'est à lui de trouver les solutions, mais le danger est réel. Pas le danger d'une élimination, on va pas s'enflammer non plus, parce que voilà. Et puis surtout, si l'Uruguay bat le Venezuela lors de la prochaine session, c'est réglé. Hein, l'Uruguay ira à la Coupe du Monde. Ça sera aussi simple que ça. L'Uruguay n'est qu'à une victoire de la Coupe du Monde. Il peut le voir aussi comme son match de barrage. Il gagne 1-0 contre le Venezuela dans la nuit de mardi à mercredi. Ils sont aux États-Unis. C'est aussi simple que ça, puisqu'ils auront 7 points d'avance s'ils s'imposent, et il n'en restera plus que 6 à prendre. Donc voilà, il y a un danger, on n'y est pas encore. On disait ça de la France 93. C'est pire que ça, Alès, puisque France 93, il manquait 1 point. Et il restait 2 matchs à jouer, Israël et Bulgarie à la maison. Il manquait un seul point. Me ravive pas ce vieux, ce vieux trauma, s'il te plaît. Je vous remets le classement une dernière fois. La Belgique qui mène 4-3, très bien. La même impression avec un collectif sur le papier très bon, mais pas de solution sur le terrain. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est cassé. Bonsoir, j'arrive un peu tard. Je vais attendre la sortie du podcast. Merci, Dame Not Story. Dame Not Sorry. Merci à toi. Écoute, oui, tu pourras. Il sera dispo assez rapidement. Si je traîne pas, il peut même être dispo dès demain matin. Faut pas que je traîne. Faut que je puisse le faire dans la foulée. Voilà. Mais après, tu es à l'heure pour la Gold Cup. Si tu veux écouter la Gold Cup, elle va pas tarder. Bref, tout ça pour dire. Voilà le classement. Il reste 3 matchs, je le dis. On a une session qui arrive. Vous le voyez, franchement, le point chaud, il va être autour de cette 7e place. On peut considérer qu'Argentine, Équateur, Paraguay, sauf cataclysme, enfin l'Argentine non, mais Équateur et Paraguay, sauf cataclysme atomique, ils vont aller à la Coupe du Monde. Le Brésil, il va pas falloir trop jouer, hein, il va pas trop falloir s'amuser, mais c'est surtout le Uruguay, Colombie, Venezuela qui est très très chaud. Les 3 de derrière, ça semble quand même assez plié, en particulier pour Pérou et Chili. La Bolivie peut encore espérer, hein, concrètement, si le Venezuela s'incline en Uruguay et que la Bolivie bat le Chili, parce que oui, je vais vous montrer quand même ce qui est prévu, ce qui est au programme de la prochaine session. Il y a un Bolivie-Chili, il y a un Uruguay-Venezuela, donc si l'Uruguay bat le Venezuela et que la Bolivie bat le Chili, la Bolivie revient à 1 point du barrage. Et accessoirement qualifie l'Uruguay et peut donner de l'air, mais attention parce que l'Argentine, la Colombie, elle, se rend en Argentine. C'est pas gagné. Je vous ai mis le programme, je vous ai mis les heures françaises pour les matchs. Bolivie-Chili, c'est à 22h ce mardi. Uruguay à 1h du matin, Uruguay-Venezuela, Argentine à 2h, Brésil à 2h45 et Pérou à 3h30. Question de Red le Rouge qui fait mon conducteur, y aura-t-il un live? Oui, mais pas pour Bolivie-Chili. Concrètement, pour vous dire, je bosse jusqu'à minuit. Donc, je serai là pour le live à minuit. Kergal, si tu fais dodo avant, tu peux être avec nous à 1h du matin. Tu mets le réveil et tu viens avec nous. On fera un live pour suivre le Uruguay-Venezuela et pour suivre le Argentine-Colombie et le Brésil-Paraguay. On ira jusqu'au bout hein, du Brésil-Paraguay, normalement. Ça va nous amener tard, cette histoire, quand même. On verra. Mais allez, on va dire cela. Je vous ai mis sur ce visuel les endroits où normalement c'est diffusé. Je dis bien normalement, parce que FIFA+, normalement, les matchs de la Bolivie à El Alto sont toujours sur FIFA+. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien d'indiqué dans le programme sur le site de la FIFA. Donc il faudra vérifier demain avant 22h si ce Bolivie-Chili en fait partie. Sinon, pour le reste, Uruguay, Venezuela, ça sera sur DAZN. Je vous donne les lieux où c'est diffusé en France. Hein. Uruguay, Venezuela, ça sera sur DAZN. Les 2 autres matchs, les 2 gros matchs de la nuit, Argentine, Colombie et Brésil, Paraguay, ce sera sur l'équipe, sur la plateforme l'équipe live, donc sur leur plateforme internet, qui est pas foufou, c'est pas foufou, mais au moins ils sont diffusés quelque part en France. Voilà, le Pérou-Équateur, vous savez, hein, si vous voulez le voir, vous savez ce qu'il faut faire. C'est moi ou la Gold Cup a plus de hype que la Coupe du Monde des clubs? Alors, chez nous, oui.
Dans l'ensemble, le travail de lobbying sur la Gold Cup, alors en France, la Gold Cup, on n'en parle pas. La Coupe du Monde des clubs, ils font que ça, hein. Il y a même des gens qui nous expliquent que ça va être décisif pour le Ballon d'Or, hein. Donc voilà, peut-être que du coup, si l'Inter Miami la gagne, Messi sera Ballon d'Or. Personne ne l'a vu venir, mais vous l'aurez vu ici en premier. Bref, bon, blague mise à part, on verra au niveau de la fatigue. Petit réveil, petite sieste de 19 à minuit, tu reviens, t'es bien. Donc justement, rendez-vous vers avant 1h du matin, un petit peu avant 1h du matin pour la prise d'antenne. Et on fera donc les matchs de l'Uruguay, de l'Argentine et du Brésil dans la nuit de mardi à mercredi, ici, sur Twitch. Voilà, vous êtes les bienvenus, comme on dit. Je vous ai mis les chaînes, je vous ai tout dit. Le classement, vous l'avez vu. Et bien voilà, je pense qu'on est pas mal à ce niveau-là. On a fait un petit peu le tour, justement, de toutes ces infos que je voulais faire. Enfin voilà, c'était surtout focalisé sur ces éliminatoires nord- et sud-américains, parce que c'est aussi la trêve. Il y a très peu d'actualités de clubs. Ça jouait un petit peu en MLS, mais bon, on va pas s'amuser à faire cela. Il y a eu des choses aussi en Argentine. Si vous connaissez Nahuel Barrios, le Perito Barrios, l'ancien de San Lorenzo, il est impliqué dans une affaire un peu mauvaise, on va dire, hein, puisqu'il il a été arrêté par la police. Il y a eu des tirs de balles à feu lors d'un tournoi de futsal du côté de Toksud. Il était impliqué dedans et il avait une arme. Il s'est blessé à la jambe et apparemment c'est lui qui s'est tiré lui-même dans la jambe, soi-disant. J'ai pas tout compris à l'histoire, j'ai pas tout suivi non plus, mais voilà. Donc je préfère parler de football que de parler de ces choses-là. Ça a joué aussi en Colombie, effectivement, Nacio. Donc voilà. Au moins, Outre-mer, la première pourrait avoir les droits. Si l'EDF doit être en clair, pourquoi pas la Guadeloupe? Eh ben, on va en parler, Alès, de la Gold Cup. Tu me fais la transition, ce sketch. Oui, oui, non, mais c'est fou. Et les images, la vidéo a fuité, a été diffusée sur les médias argentins hier ou aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, Barrios a pris une balle dans la jambe. Il y a eu des premières rumeurs qui disaient que c'était lui qui s'était tiré lui-même dessus. Ce que l'on sait, c'est que lui avait une arme, est allé chercher une arme dans sa voiture. Et donc, ça sent la fin de carrière pour le garçon. Salut à Gringo qui arrive. Si c'est le Gringo auquel je pense, il va falloir être gentil avec la Jamaïque. Si c'est pas lui, c'est pas grave, je me suis trompé. Donc voilà, je répète à chaque Gold Cup sur le manque de considération de nos sélections ultramarines. C'est diffusé sur Guadeloupe la première. Et bien voilà, tu as ta réponse, Alessandro. Ben justement, vous avez déjà basculé en mode Gold Cup. Bah vous savez quoi, ben on va y aller. C'est notre dossier, la Gold Cup, justement. C'est notre dossier et donc on va se plonger dans cette compétition, dans cette Gold Cup. Le temps pour moi d'enlever ce visuel et de mettre celui de la Gold Cup. On va se mettre tranquillement, s'afficher avec cela. 18e édition de la Gold Cup qui débute ce week-end, hein, concrètement, et qui va s'étaler jusqu'au 6 juillet. Oui, vous l'avez compris, elle se déroule exactement en même temps que la Coupe du Monde des clubs de Gianni. Exactement en même temps, exactement au même endroit, c'est-à-dire aux États-Unis, avec quand même une escapade à Vancouver. On va faire une petite précision quand même, parce que je sais que certains peuvent se poser des questions sur le fait que les pays... Alors, le pays est immense, hein, pour organiser deux compétitions, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tout ça pour dire que, en gros, concrètement, le choix qui a été fait, c'est de concentrer les stades des villes hautes sur la partie ouest pour la Gold Cup. La Coupe du Monde des clubs se jouant essentiellement à l'est, à l'exception de deux villes, Seattle, puisque les Sounders sont qualifiés, et Los Angeles, avec notamment la bise à TF1 qui va diffuser PSG Atlético de Madrid à 21h et qui a juste oublié de vous préciser que le match allait se jouer à Pasadena à midi en plein été. Voilà, tout ça en fin de saison. Juste, voilà, je vous préviens, si vous voulez aller voir cette chose, pour ne pas donner de mots vulgaires, qu'est la Coupe du Monde des clubs, vous avez compris que nous, on ne va pas la suivre. Donc, je le disais, essentiellement des matchs sur la partie ouest des États-Unis, plusieurs villes concernées, Houston, Salt Lake, etc. Et une petite escapade du côté de Vancouver pour la Gold Cup. Il y a le LAFC en plus aussi, exactement, qui a battu l'América en match de barrage. Bref, ça permettra de voir Denis Bouanga, et je vous conseille de le voir, mais plutôt en MLS plutôt que dans cette compétition. Voilà, vous avez compris. Petit point sur la Gold Cup, de manière générale, je le disais, c'est la 18e, hein, qui démarre ce week-end. Le palmarès, il est assez simple à lire. Le Mexique en a gagné 9, les États-Unis en ont gagné 7. Les États-Unis, 9 plus 7, ça fait 16. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule autre équipe qui a gagné une Gold Cup.
Je vous donne 3 secondes, c'est pas le quiz, mais gardez-le en tête si jamais on fait des quiz Gold Cup pendant les lives. Le dernier pays, c'est le Canada en 2000 qui s'est imposé. Alors, je voyais le message de Red le Rouge en disant il y a. Comment dirais-je, ça va jouer en plein cagnard californien, ils vont pas comprendre le film, c'est ça. Et à l'Est aussi, ça sera le cagnard. Je pense qu'il va faire assez chaud en Floride aussi. Elle va prendre un tour géopolitique, cette Gold Cup, avec l'administration Trump et ce qui se passe en ce moment en Californie. Alors, la Gold Cup, elle a déjà, entre guillemets... Alors, je vais pas dire elle a pris une tournure politique. J'ai déjà fait quand même... J'avais fait dans un dossier... dans un dossier justement sur la politisation du football en pleine campagne à l'époque de Trump face à Kamala Harris. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je l'ai sorti, ce dossier, pour parler de cela. Le football est un sport un petit peu plus, je ne vais pas dire anti-Trumpiste, mais à l'opposé de Trump. Si je devais caricaturer, parce que on fait ces raccourcis-là, mais c'est pas des vrais raccourcis, mais pour caricaturer, on va dire que le football est un peu plus à gauche, le soccer donc est plus à gauche que beaucoup d'autres sports aux États-Unis, en particulier la NFL. C'est-à-dire que la NFL, de manière générale, est quand même assez pro-Trump, par exemple. Du côté du football, on est quand même un petit peu plus démocrate, donc c'est un petit peu plus compliqué. Comme le basket, exactement. C'est vraiment les deux sports qui sont vraiment côté démocrate de l'échiquier. Donc il y a déjà des messages anti-Trump et tout. Et par rapport à la Gold Cup, tu m'as donné, voilà, je fais une parenthèse là-dessus. Petite parenthèse sur la Gold Cup, Jesse March, l'entraîneur du Canada, a déjà allumé. Il est anti-Trump à mort et il a déjà allumé en conférence de presse la politique de Trump. Donc on est déjà bien chaud. Je ne sais pas si on ira véritablement sur là. Je rappelle qu'aux États-Unis, tout message politique est interdit dans les stades, que ça soit dans les banderoles. Je vous renvoie vers le dossier et vous verrez. Je parle de tout cela. NFL, ça dépend des franchises, oui, mais je parlais de manière générale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil en football. Il y a aussi des gens très à droite sur l'échiquier qui sont dans les stades. Justement, j'avais parlé notamment de l'extrême droite présente dans certaines tribunes, notamment en MLS. Bref, et c'est, tu vois, pour donner une image un petit peu rapide et un petit peu faire un petit peu cela. Les terrains des États-Unis. J'ai pas vu passer ton message. C'est une catastrophe sur la diffusion que j'ai vue. Mexique-Suisse, une horreur, l'angle de la caméra. Il se jouait où le Mexique-Suisse, Damn Not Sorry. C'est juste pour savoir. Donc voilà. Après, il y avait d'autres soucis sur les terrains pendant la Copa América notamment. Il y avait un problème du fait qu'ils ont joué dans des stades de NFL, dans des stades de foot US. C'est ce qui se passera à la Coupe du Monde. Terrains qui sont plus petits, avec des pelouses qui étaient posées à l'arrache. C'était un bordel pas possible. J'ai pas salué Raph. On en avait parlé pendant la Copa América. Là, on va pas être dans ce cas-là. On va jouer les 3 quarts du temps dans... Quoique non, on est aussi dans des stades de foot US sur certains matchs de cette Gold Cup. Et on va être sur des terrains de foot US aussi. Sur les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Bref, je reviens à la Gold Cup et j'ai vu le message de Red qui nous disait tout à l'heure, il y a un intrus. Alors j'imagine, je sais très bien de qui tu parles de l'Arabie Saoudite. Je vais quand même rappeler, et contrairement à ce qu'on peut lire un petit peu souvent, un peu trop souvent d'ailleurs, qu'il y a très longtemps une tradition qui avait été mise en place en Gold Cup, qui était d'inviter, un petit peu comme faisait l'Amérique du Sud lors de ses Copa América. Mexique, c'était à Salt Lake. Pourtant, Salt Lake, ça devait jouer dans un stade de foot, dans un vrai stade de foot. Normalement. Je ne sais pas où il se jouait exactement, mais normalement, Salt Lake... c'est un vrai stade de foot. Si ça se joue au Rio Tinto, c'est un vrai stade de foot. Bref, tout ça pour dire qu'il y a longtemps eu une tradition qui était d'inviter des pays venant d'autres confédérations. Et il est vrai que cette tradition, elle a commencé en 96 et s'est arrêtée en 2005. Et donc, de l'édition 2007 à l'édition 2021, il n'y en avait plus. Et on avait un petit peu oublié. Mais je rappelle que le Brésil était présent en 96, 99 et 2003, que la Colombie était présente en 2000, que l'Équateur était présent en 2002. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est super, c'est l'âme sud. Très bien, il y avait le Pérou aussi en 2000, mais très bien, la Corée du Sud était présente en 2000 et 2002, l'Afrique du Sud était présente en 2005. Donc il y avait cette tradition d'inviter des pays d'autres confédérations pour venir participer. On avait eu le Qatar en 2021 et 2023, on a l'Arabie Saoudite de Hervé Renard cette année. Petite précision, aucun invité n'a gagné la Copa América. Les meilleures performances, c'est Brésil 2 fois et la Colombie qui se sont hissés en finale, mais jamais il n'y a eu, entre guillemets, l'intrus ou l'invité qui s'est imposé. On a eu le Qatar les 2 dernières fois, Blue LS. Franchement, ça sera bien compliqué pour le suivre. Moi, j'étais au Japon il y a 2 semaines en arrière. Les horaires pour la finale de Liga MX, c'était 4h du matin en France et 19h au Mexique. Il était 11h du matin à Tokyo. Oui, t'es rentré, Gringo? Il y avait eu Japon et Australie à la Copa América. En Copa América.
En Copa América, on a invité aussi, et très souvent on a invité au Nord, mais on a invité, souvenez-vous des rumeurs qu'il y avait eu et des potentielles envies pour la Copa América 2019 d'inviter la France et l'Espagne. Ça avait pas été plus loin, mais il y avait cette rumeur-là, avant qu'au final ça soit Japon et Qatar. Ouais, Japon et Qatar. Bref, dernière petite précision sur la présentation générale de cette Gold Cup, quand même. Normalement, si on en croit le site officiel, et il n'y a pas de raison que ça change à 4 jours de la compétition, allez, 5 jours de la compétition, si vous êtes résident en France, en tout cas en Europe de manière générale, vous pourrez suivre la compétition de manière gratuite et légale sur le YouTube de la CONCACAF ou sur CONCACAF Go, qui est leur plateforme pour diffuser les matchs, c'est-à-dire au même endroit que vous pouvez voir les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc normalement, à vérifier si ça ne change pas d'ici là, et de toute façon je vérifierai et on en parlera parce qu'on fera des lives. Tout ça pour dire, normalement, on pourra tous voir tranquillement les matchs. Alors, pareil pour Kergal, là pour le coup ça sera très tard pour certains. On ne fera pas les matchs très tard, hein. Le match d'ouverture du Mexique est à 4h du matin, on ne le fera pas. Mais tout ça pour vous dire que on pourra tous regarder légalement, gratuitement, les matchs sur YouTube, normalement. Désolé, j'ai pas trouvé le bon visuel. Ouais, tu m'as montré. Mais en fait c'est plus ou moins le même, en fait, hein, si tu veux. Il n'y a pas de visuel hein, par rapport à la Gold Cup. Peut-être que ça viendra un petit peu. Et du coup, exactement, Red, c'est aussi, et c'est vrai que tu fais bien de le dire, et c'est quelque chose que je ne dis pas assez, si le match est diffusé sur YouTube, ça veut dire que vous pouvez le voir en replay. Tranquillement, vous pouvez vous poser, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 4h du matin pour regarder le Mexique, vous pouvez le regarder au petit-déj ou dans la journée quand vous voulez. Donc voilà, mieux vaut se coucher tôt pour se lever à 4h. C'est vrai, si tu veux voir les matchs en direct. Bref, voilà, tu as réussi à avoir ton maillot du Kashima Antlers, nous dit Gringo. Je pense que tu as dû le payer au moins 120 euros. Et 140 si tu l'as fait floquer. Mais c'est un autre débat. Bref, on va regarder, on va se plonger un petit peu dans cette Gold Cup. Alors, je ne vais pas vous présenter équipe par équipe, hein. Déjà, je vais vous montrer les groupes. On va commencer par y aller dans l'ordre. Voilà les groupes. 4 groupes de 4, 16 équipes. On ne va pas partir sur la preview des 16 équipes, sinon ça va durer 7 heures. Ça va être insupportable. Et surtout, il y a un guide qui va arriver sur Lucardo Posé en fin de semaine. Je vais l'écrire. Je le publierai en fin de semaine sur Hello avant la compétition. Je vais essayer de le publier vendredi parce que la compétition commence dans la nuit de samedi à dimanche. Comme ça laissera 2 jours pour le lire. Il y a 16 équipes. Vous voyez les groupes. Groupe A, Mexique, Costa Rica, Suriname, République Dominicaine. Vous voyez des équipes dont on a parlé hein, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Suriname est déjà qualifié pour le 3e tour. Dans le groupe B, Canada, Honduras, Salvador, Curaçao. Groupe C, qui est peut-être le plus chaud, hein, on va pas se mentir, Panama, Jamaïque, Guatemala, Guadeloupe, et le groupe D, États-Unis, Haïti, Trinité et Tobago et Arabie Saoudite. Moi, je suivrai mes Reggae Boys et la Guadeloupe, ça tombe bien, ils sont ensemble, main dans la main, il y en a un des deux qui va probablement ne pas passer. Bon courage à toi. Comme en 2023, les retrouvailles entre Guadeloupe et la Guatemala, ce match absolument fou, je m'en parlerai enfin on peut en parler, hein, qui avait éliminé hein, concrètement la Guadeloupe, qui avait son destin en main et qui s'est pris une remontada de l'espace pour finalement ne pas se qualifier. Et effectivement, le Costa Rica, du Piojo Herrera dans le groupe du Mexique. Donc je le disais, on va pas y aller équipe par équipe parce que sinon vous comprenez que cette émission elle va se finir demain matin et encore peut-être en début d'après-midi. On va donc focaliser ici dans l'émission, on va focaliser un petit peu sur les 4 favoris en fait, hein. Les 4 têtes de série, on pourra glisser des mots sur les autres si vous le voulez, mais on va quand même s'intéresser aux 4 gros parce que sur les 4 gros, il y en a quand même 3 qui sont les pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde avec des dynamiques un petit peu différentes et c'est intéressant de s'y attarder et de voir justement où ils peuvent aller et ce qu'ils doivent attendre, ce qu'ils peuvent attendre de cette compétition et pourquoi s'intéresser à Panama. Je vais juste, parce que c'est lui le 4e dans larron de l'histoire, je vais juste, et pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ne sont pas habitués hein, un petit peu à tout cela et à cette zone, à cette région du monde, actuellement au classement de la zone, l'équivalent du classement UEFA hein, pour les pays, mais là c'est le classement FIFA et dans la zone, le Panama est 3e, devant les États-Unis, derrière le Mexique et le Canada. Pour l'instant, c'est Panama la 3e équipe de la zone en termes de résultats. Il y a un monde où les USA ne passent pas, Costa Rica, Martinique de 2023, c'était génial. Si la H passe les groupes, je serais déjà bien content. Si la H ça peut passer quand même, Nacio. Je mettrais même le Panama 2e force. On va en parler. Justement, on s'intéresse
Bah, on va faire à tout seigneur, tout honneur. On va quand même parler en premier lieu du Mexique, qui est, je le disais, le recordman dans la compétition, mais qui est surtout le tenant du titre dans cette épreuve. Ils arrivent ici en tant que tenant du titre et on va se poser la question justement de savoir bah, quelle chance ont-ils et surtout, c'est ça le plus important, dans quel état arrive le Mexique à la Gold Cup. Alors, c'est le point important justement parce que franchement, ça semblait se redresser un petit peu. Et là, ça semble se tendre à nouveau. Pour résumer en une petite phrase claire, il y a un équilibre, mais il est précaire. Voilà, pour Javier Aguirre à la tête du tri mexicain. Je rappelle que c'est le tri. La tri, éventuellement, c'est le Costa Rica, même si on ne l'utilise plus trop. La tri, c'est surtout l'Équateur. Donc, dans la zone, si vous parlez du Mexique, vous dites le tri. Vous avez le droit, ne l'utilisez pas à des fins commerciales, sinon vous allez vous prendre un procès. Hein. Vous vous rappelez, j'en avais parlé avec ce rocker qui, justement, a un groupe de rock qui s'appelle El Tri et qui a gagné son procès contre la fédération mexicaine et contre tous ceux qui veulent avoir une utilisation commerciale du nom. C'est-à-dire que, par exemple, quand Televisa veut faire un clip sur la sélection mexicaine, il ne peut pas écrire Vamos El Tri. Voilà, sinon ils vont se prendre des droits, ils vont se prendre un strike concrètement. Bref, pourquoi ça se tend un petit peu? Parce qu'il y a eu le dernier match amical du week-end face à la Suisse, défaite 4-2, qui a remis un gros coup de pression et surtout qui commence à continuer de mettre au-dessus de la tête du Mexique cette notion de plafond de verre, c'est-à-dire que dès que ça commence à se durcir un petit peu, eh ben c'est compliqué pour le tri. Et on est sorti d'un match perdu donc face à la Suisse, prochain rendez-vous face à la Turquie, attention, avec des insultes qui sont parties des tribunes envers les joueurs. Il y a une sorte de désamour ou de désunion qui est en train de se créer. Je le disais, l'équilibre est assez précaire et les choix du sélectionneur font beaucoup parler. Je vais vous afficher le groupe mexicain. Je ne sais pas si vous arriverez à tout lire. Bon, il y a quand même, on va en revenir dans un instant, il y a beaucoup de noms quand même, il y a quand même un très très bel effectif. Mais il y a un nom qui a cristallisé les débats de ces derniers jours. Il faut regarder du côté des porteros, des gardiens. Et ce nom, c'est Guillermo Ochoa. Oui, Memo Ochoa est toujours là. Il a été appelé par Javier Aguirre. 39 ans, Memo Ochoa. Alors, on va pas nier qui est Memo Ochoa dans l'histoire du football mexicain tout court. On va juste rappeler qu'il a 39 ans, que cette année, il jouait encore le maintien dans le championnat portugais. D'ailleurs, Tuca Ferretti l'a allumé dans les médias en disant qu'il a plus de fois joué le maintien qu'il n'a joué des titres. Bon, voilà, c'est pas machin, mais on n'attaque pas Memo Ochoa. En tout cas, on l'attaque pas trop, mais ça pose de vraies questions par rapport au choix d'Aguirre. Et pourquoi? Parce que, vous le voyez, il y a deux gardiens à côté de lui, Raúl Rangel, et il y a surtout Luis Malagón, qui est très clairement le meilleur gardien de la Liga MX, le gardien de l'América, qui est clairement le meilleur gardien mexicain du moment. Tout le monde pensait que Alex Padilla, le jeune gardien des Pumas, allait être appelé et Memo Ochoa prend sa place. Donc ça parle beaucoup par rapport à cela et ça peut aussi venir mettre un petit peu un grain de sable dans une mécanique qui, je le disais, est pas forcément extrêmement huilée, puisque ça va remettre un coup de concurrence. Tu n'appelles pas Guillermo Ochoa pour lui dire maintenant, garçon, tu vas faire banquette à côté des deux. Comment ça va se gérer à l'intérieur? On verra bien. Est-ce que ça peut déstabiliser la position d'un Malagón ou potentiellement d'un Rangel si je venais à être appelé? Ça met quand même un petit grain de sable supplémentaire, ça se met un petit point de pression supplémentaire là où il n'y avait pas besoin, ça rajoute des maux de tête aux sélectionneurs. Je rappelle quand même, et c'est aussi pour cela qu'elle va être importante cette Gold Cup, ils ont gagné la dernière, mais je rappelle quand même que l'élimination en phase de groupe de la dernière Coupe du Monde a fait très très mal, c'est la première fois depuis 1978 que ça arrivait. L'élimination au premier tour aussi de la Copa América a fait très très mal aussi. Je rappelle que le Mexique a terminé derrière le Venezuela et l'Équateur avec une seule victoire, c'était face à la Jamaïque d'un petit but. Et que, pourtant, il y avait quand même un peu de mieux puisqu'ils ont gagné la dernière Gold Cup, ils ont gagné la Nations League, c'était la première fois de l'histoire que le Mexique gagne la Nations League. Mais bon, voilà. Tout est précaire, tout est un petit peu... on sent qu'on est sur un fil. Pourtant, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est pas encore extraordinaire dans le jeu, on va pas se mentir.
Le Tri va être privé de certains joueurs qui sont impliqués dans la Coupe du Monde des clubs, hein, merci. Mais vous voyez quand même à la liste, alors je vois, hein, c'est faible le Mexique, c'est pas sérieux de convoquer Ochoa, on dirait le Chili avec Vidal. C'est vrai, c'est faible, t'es un peu dur quand même, parce que, et je suis pas forcément d'accord avec vous, ni toi, Kergal, qui dit elle semble très très faible. Elle n'est pas si faible que ça. Il y a quand même quelques cadres, César Montes, Jesus Gallardo, Edson Alvarez, Carlos Rodriguez, Julián Quiñones, Santi Jiménez et Raúl Jiménez en attaque, même si Raúl Jiménez, c'est pareil, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il sera là encore l'année prochaine. Il y a une bonne sélection, franchement, il a fait une sélection très équilibrée, Javier Aguirre. Il y a juste peut-être ce côté... se mettre le grain de sable potentiel en admettant que Memo Ochoa soit un grain de sable. Peut-être qu'il ne le sera pas. En tout cas, je vous rappelle le groupe quand même dans lequel est le Mexique. Il y a un piège, forcément. Le piège, c'est le Costa Rica, mais normalement, derrière, Suriname et République dominicaine. Bon, on va pas commencer à dire que le Mexique risque d'être éliminé dès le premier tour. Mais comme le dit Nacio, c'est un château de cartes. C'est-à-dire que pour l'instant, Javier Aguirre arrive à le faire tenir, à voir si la carte Memo Ochoa et tout ce que cela peut entraîner derrière ne fera pas absolument tout tomber. Normalement, Ochoa ne part pas titu, mais comment tu fais, eu égard au statut de Memo Ochoa, pour lui dire, garçon, tu vas être deuxième, voire troisième gardien? C'est la vraie question, on n'en sait rien, c'est l'inconnu. C'est la vraie question. Devant, les deux Jiménez font le taf, c'est la défense qui fait peur. Concernant Memo, pour moi, il vient comme grand frère. Je pense aussi. À voir. À voir quand même, il y a un match qui va être... Mais oui, je suis d'accord, hein, Red Malagon doit être titu. Il y a du niveau, mais je sens pas une équipe capable de faire un résultat sur sa propre Coupe du Monde. Ah, mais alors Coupe du Monde, c'est un autre débat, Gergal. Là, on est sur la Gold Cup. Sur la Coupe du Monde, on verra. Je suis d'accord avec toi. Ils iront pas viser le titre, ça c'est sûr. Mais bon, on sait que l'objectif, généralement, pour le Mexique, c'est le 5e match, hein, c'est le quart de finale. On verra. On n'y est pas encore, et puis des choses peuvent se passer d'ici là. Le Suriname pouvait avoir Van Dijk et Xavi Simons. Oui, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bref, le danger se nomme Piojo Herrera. Je peux vous montrer le programme de ce groupe. Il est ici. Et vous allez voir que le hasard fait bien les choses parce que le Mexique-Costa Rica, c'est la dernière journée. Donc les deux seront probablement qualifiés. Donc les deux joueront probablement rien d'autre que la première place. Et c'est important, cette première place, parce que je ne l'ai pas détaillé. Mais le Mexique, s'il veut éviter de se retrouver déjà rien que face aux États-Unis, il ne faut pas finir deuxième, parce que le deuxième de ce groupe-là jouera le vainqueur du groupe des États-Unis, donc potentiellement les USA. Donc si on veut éviter un USA-Mexique dès les quarts de finale, il faut que le Mexique s'impose dans son groupe. Si Mexique et États-Unis terminent à la même place, c'est-à-dire tous les deux premiers ou tous les deux deuxièmes, ils ne se croiseront pas avant la finale. Ce qui veut dire aussi que, si on en croit un petit peu, si on revient un petit peu sur ce groupe-là, si on en fait un classement à la logique, si tant est qu'il y ait une logique, le Costa Rica va être amené à se taper les États-Unis en quart de finale. Voilà. Je préfère jouer les USA que l'Arabie Saoudite en quart. Je ne suis pas convaincu que l'Arabie Saoudite soit qualifiée dans le groupe D. Voilà. Je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup Haïti, mais si, je dis ça parce que j'aime beaucoup Haïti. Donc voilà, ça parle de Diego Lainez du côté de César. Il n'est pas forcément très bon et puis forcément, il joue pas forcément tout le temps surtout. Il est dans une rota régulière, donc c'est difficile. Mais je suis d'accord avec toi. Au Betis, les débuts au Betis sont bons et après. Un petit peu malheureusement comme beaucoup de jeunes Mexicains, c'est-à-dire qu'ils ont un statut au Mexique qu'ils n'auront jamais en Europe et que donc si ça commence à coincer dans un club, je suis pas insultant sur le côté moyen, le Betis n'est pas un club moyen, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas sur le grand top européen, ça joue pas la Ligue des Champions tous les ans. Si ça commence à coincer, généralement ils rentrent au pays et ils ont un statut qu'ils n'auraient pas en Europe et donc voilà, Diego Lainez a un statut à Tigres que voilà, club de chapeau 2, voilà c'est ça. Alors que là il va jouer au Mexique. Il va jouer au Mexique dans un club chapeau 1, voilà, tranquille, avec un statut de petite star du football mexicain. Et ça lui suffit largement parce que de toute façon, il a des contrats qu'il n'aurait pas en Europe à ce niveau-là. Bref, je le disais, donc, attention au Costa Rica dans ce groupe pour le Mexique. Il n'y a pas vraiment de grand danger. Je le disais, normalement, il n'y aura pas de Mexique-USA avant la finale, si tout va bien dans ce cas-là.
Remarquez que le hasard et le tirage des groupes est quand même bien fait. Par contre, il y a la possibilité de se taper éventuellement Panama en demi-finale. Et là, on sait que les Mexique-Panama ces derniers temps sont assez chauds. Même si le Mexique bat Panama, ça peut être le moment, le point traditionnel de bascule entre ces deux équipes. Les groupes C et D sont costauds, alors que les groupes A et B, on peut deviner tout de suite qui se qualifiera. Ouais, c'est un peu ça, Nostromo. L'Arabie Saoudite, ouais, bah alors on peut en parler tout de suite de l'Arabie Saoudite, comme ça j'évacue, j'avais pas prévu d'en parler beaucoup. L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, la grande inconnue, c'est de savoir justement ce qui va se passer en milieu de semaine sur les éliminatoires. Il y a un monde dans lequel l'Arabie Saoudite peut coiffer sur le fil l'Australie, parce que non, l'Australie n'est pas qualifiée encore pour la Coupe du Monde. Il y a une différence de but assez importante, mais c'est Arabie Saoudite, Australie sur la dernière journée. Donc l'Arabie Saoudite peut, sur un miracle, je crois qu'il faut qu'elle gagne par 5 buts d'écart, doubler l'Australie. Dans quel état une Arabie Saoudite qui doit se coltiner un 4e tour d'éliminatoire asiatique et préparer un 4e tour d'éliminatoire asiatique viendra jouer une Gold Cup? Mentalement, je ne suis pas convaincu que ça soit très très fou. Ça va être rude pour Trinidad et Tobago, qui lui est en train de jouer sa place pour le 3e tour en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est mort. Il faut 5-0, c'est impossible. Attention, je suis d'accord avec toi, mais tu vois ce que je veux dire. Je préfère rien dire. On sait jamais. Voilà. Bref, bah justement, on est sur l'Arabie Saoudite, donc voilà, on évacue assez rapidement. J'en parlerai un petit peu dans le guide de tout cela, et puis de toute façon, ça va être aussi dépendant de ce qui va se passer, de ce qui va se passer lors du match face à l'Australie, et de voir comment ils vont aborder, comment Hervé Renard va aborder cette Gold Cup. On va s'intéresser à une sélection que tout le monde attend. L'Australie, 3 matchs, 3 victoires d'affilée, un but encaissé, oui, mais horrible. Je ne sais pas si tu as vu le Australie-Japon. Si tu l'as pas vu, tu as bien fait. Ils ont joué contre l'équipe B ou C du Japon et ils se sont fait manger tout le match. Ils ont marqué sur leur seule occasion du match à la 92e. Je ne sais pas si tu as vu l'info, mais Michael Antonio est de retour de blessure. Oui, il est dans le groupe pour... Est-ce que je l'ai mis, le groupe de la Jamaïque? Non, je n'ai pas les joueurs de la Jamaïque. Oui, j'ai vu Gringo. Bref, on va s'intéresser à l'autre gros morceau, l'une des sélections qui est très attendue, forcément celle des États-Unis de Mauricio Pochettino. Alors là aussi, ça coince un peu. Il faut dire que les résultats de ces dernières années sont vraiment pas à la hauteur des espérances. Ah, tu l'as vu? Ah, désolé. Les résultats de ces derniers mois, dernières années, sont pas forcément à la hauteur des espérances, surtout des espérances des générations, là où les générations dorées. Alors, c'est difficile. Ça parle beaucoup de Golden Generation. Ça parle beaucoup des générations dorées aux États-Unis, sauf que pour l'instant, elle gagne rien. Elle n'impose rien. Elle a gagné quelques Nations League, mais elle ne s'impose pas. Il y a de très jolis joueurs qui sortent de manière régulière des États-Unis. On les voit s'exporter dans de très grands clubs, et notamment des très grands clubs ou des très bons clubs européens. Pour l'instant, on ne voit pas véritablement d'effet sur la sélection. Juste pour rappeler que les États-Unis ont été éliminés en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, mais on ne peut pas dire qu'ils aient fait une grande Coupe du Monde. Leur seul fait d'armes, c'est d'avoir accroché l'Angleterre 0-0 en ayant subi, mais pour le reste, ils se sont qualifiés parce qu'ils ont battu l'Iran 1-0, tout simplement. Et aussi, et surtout, et c'est de là dont on parle beaucoup, ce qui fait beaucoup... Ouais, la vraie génération dorée, c'était 2002, on est d'accord, Alès. Et d'ailleurs, c'est un gros débat là-dessus. C'est-à-dire que beaucoup commencent à parler des Pulisic, des McKennie, etc., en disant, voilà la génération dorée américaine. Et justement, il y a aussi tous ceux qui ont connu 2002 et les anciens qui disent, attendez les gars, oh, hop là, on se calme, on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore. Et justement, l'un des gros problèmes aussi de la sélection US, c'est qu'on a quand même un petit peu la sensation qu'elle utilise la Gold Cup comme une vaste revue d'effectifs, et on a de manière générale l'impression que depuis 2022, la sélection US, c'est une vaste revue d'effectifs. Alors il y a eu un changement, il y a eu des entraîneurs différents depuis, il y a eu Berhalter, il y a eu BJ Callaghan, il y a maintenant Mauricio Pochettino. Ça a bougé un petit peu dans tous les sens. Et forcément, sur les résultats, il n'y a pas véritablement de continuité. La dernière Gold Cup s'est terminée en demi-finale face à Panama, élimination au tir au but. La dernière Nations League s'est terminée aussi face à Panama en demi-finale. Et les États-Unis ont même perdu le match pour la 3e place face au Canada, alors qu'ils avaient remporté les 3 éditions précédentes. Donc on est sur une dynamique un peu moyenne en termes de résultats. La Copa América, elle n'a pas été extraordinaire, éliminée encore une fois par Panama, puisqu'ils perdent dans ce groupe face à Panama, et Panama se retrouve 2e du groupe derrière l'Uruguay. Les États-Unis sautent dès la phase de groupe de la compétition qu'ils accueillent.
Voilà, et pour cette Gold Cup, on pourrait se dire, bon, bah voilà, on est quand même à 1 an de la Coupe du Monde, on attend de voir où vous en êtes, les enfants. Montrez-nous maintenant où vous en êtes, est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que la vaste revue d'effectifs qui a eu lieu depuis 2022 est terminée? Est-ce que maintenant on peut commencer à véritablement mettre en place un groupe qui va travailler dans l'optique de la Coupe du Monde? Bah vous savez quoi? Bah non. Alors, on pourrait s'en prendre à Pochettino. Je ne sais pas si Pochettino c'est fade pour les USA ou si les idées de jeu correspondront ou pas, on verra à la durée. Le problème de Pochettino, c'est aussi que il a des absents pour cette Gold Cup. Dans les buts, il voulait essayer de mettre un petit peu en concurrence Matt Turner, qui n'est pas forcément le grand numéro 1 que le pays attend, mais Patrick Schulte ou Zach Steffen sont blessés et donc sont forfaits pour la Gold Cup. Donc pas de véritable concurrence à Matt Turner. Et puis, il y a aussi des choix. On parle beaucoup de Christian Pulisic à Milan. Christian Pulisic a juste décidé de ne pas jouer la Gold Cup. Ça pique un peu hein, au pays, notamment sur l'implication du garçon qui est censé être le leader de la sélection. Et donc, il y a toute une palanquée de joueurs, et notamment les Européens. Alors, il y a tous ceux qui sont impliqués dans la Coupe du Monde des clubs. Hein. Weston McKennie, Timothy Weah, Joe Reyna, qui vont à la Coupe du Monde des clubs et qui ne sont pas donc disponibles. Il y a ceux qui ne sont pas là pour des raisons personnelles ou blessés. Younous Moussa, Folarin Balogun, Anthony Robinson, Serginho Dest. Alors, vous voyez, forcément, c'est des noms qui vous parlent, hein, parce que vous les croisez régulièrement en Europe. Et c'est des noms qui apportent un plus. Mais on les voit pas, en fait. On les voit pas dans des cadres de compétition. On les voit pas. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens les États-Unis avancent. C'est la dernière compétition pour les États-Unis avant la Coupe du Monde. Et donc, tous ces joueurs-là ne la jouent pas. On n'a pas dans un contexte compétitif, la sélection qui sera à la Coupe du Monde. Alors, évidemment, il y a de la qualité. Je peux vous montrer le groupe américain. Hein. Il y a 15 joueurs qui viennent de MLS. Alors, ça parlera beaucoup à ceux qui suivent la MLS. Il y a des joueurs très intéressants. La concurrence pour... Le problème, c'est pareil. On parle de concurrence pour Matt Turner. Alors, Chris Brady ou Matt Freese, le gardien de City, sont de très très bons gardiens. Mais on sait qu'ils sont derrière Stephen et Schulte. Donc, il n'y a pas de concurrence là pour le coup pour Turner. Dans les couloirs, il y a de très bons joueurs. John Tolkien, Alex Freeman qui va probablement arriver en Europe. Il y a une défense centrale qui est intéressante à l'échelle de la MLS. Il y a une vraie équipe. Il y a une équipe solide. Hein. Il y a vraiment de très très bons joueurs. Paxton Aronson qui a fait une bonne saison à Utrecht, c'est intéressant. Pas d'Aaron Long, quelle tristesse, exactement. Sébastien Berhalter fait un très bon début de saison avec les Whitecaps. Johnny Cardozo fait aussi le travail, même s'il a été un petit peu bousculé face à la Turquie. Et donc voilà, on ne sait pas trop de ce groupe que vous voyez là. Il y a beaucoup d'absents, blessés ou retenus ou pas là. Le petit Malik Tillman est là, oui, et lui va être probablement sera là l'année prochaine aussi. Mais sur ce que je voulais dire, c'est que sur tous les autres que vous voyez là, combien seront à la Coupe du Monde? Voilà. Et du coup, quel enseignement tirer de cette Gold Cup? Voilà. Je rappelle que les États-Unis restent sur 3 défaites consécutives. Panama, Canada en Nations League et en amical face à la Turquie, que ça fait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Ils jouent la Suisse en amical avant la Gold Cup, et si jamais ils s'inclinent à nouveau, ça serait la première fois depuis 2007 que les États-Unis enchaîneraient 4 défaites consécutives sur une année civile. Voilà. On verra. Est-ce que les États-Unis finalement sont un favori ou peuvent venir bousculer véritablement? Pas de Tanner Tessman, non. Je sais même pas s'il était voilà, je sais même pas s'il était dans les plans nationaux pour tout te dire. C'est une vraie bonne question, je sais pas du tout. La Suisse en pleine tournée américaine, exactement. Exactement, puisqu'elle a joué le Mexique et là elle joue les États-Unis, toujours aux États-Unis, hein, puisque je rappelle que le Mexique joue tous ses matchs loin du Mexique justement. Les billets verts ont une meilleure odeur au nord qu'au pays. Pochettino serait-il menacé en cas d'élimination de l'écart? Ça me paraît compliqué. Voilà. Ça me paraît compliqué d'imaginer que Pochettino joue son avenir sur cette compétition-là. Mais pour sa défense, il a trop d'absents. Il a des joueurs blessés, retenus, d'autres qui ont invoqué des raisons personnelles.
C'est compliqué hein, dans ces conditions-là de véritablement arriver sur une compétition en disant bah c'est bon, je prépare véritablement 2026. Et le problème, c'est ça, c'est moi je veux bien les revues d'effectifs, mais au bout d'un moment, quand tu fais que de ça, tu prépares rien en fait. Donc je suis pas convaincu que les États-Unis préparent grand-chose. On verra, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici 2026, et peut-être que les États-Unis, cette équipe-là va rouler sur la Gold Cup, et peut-être que cette équipe-là, eh bien tout simplement ira bousculer certaines petites places peut-être déjà établies. Donc voilà, il était dans la pré-liste Testman, bah voilà, bah, il reste pas dans la liste finale. Bref, voilà la grande question qu'on peut se poser sur les États-Unis. Alors je vous rappelle, je peux vous montrer le programme hein, des États-Unis qui commence par Trinidad et Tobago, qui ensuite affronteront l'Arabie Saoudite et ensuite le dernier match joueront contre Haïti. Haïti hein, qui est voilà. On va tous être pour les grenadiers, on va pas se mentir. donc, voilà, on va être tous là pour soutenir le Duc et sa bande. Du Kens Nazon, évidemment, on sera tous derrière Haïti, on n'a pas peur de le dire. Donc voilà, Dan Jean-Jacques, Fafa Picault aussi, notamment, et Johnny Placide, le capitaine de la sélection. Voilà le programme pour les États-Unis. Il est encore là, du Kens Nazon, mais bien sûr, il est encore là, le Duc. Voilà, je rappelle le groupe, je vous le remontre et on va passer à se poser la question finalement, donc États-Unis, Haïti, Trinité et Tobago et Arabie Saoudite, et on va se demander finalement si parmi les 3 pays hôtes, si le grand favori de cette Gold Cup, ça serait finalement pas le 3e, ça serait pas le Canada. Canada a fini 4e hein, de la dernière Copa América, a fini 3e de la dernière Nations League. Je rappelle que le Canada est la seule autre nation que les États-Unis et le Mexique à avoir gagné une Gold Cup, c'était en 2000. Et surtout, pour le coup, on est dans une autre approche de la Gold Cup. Le Canada, lui, arrive pour la gagner. Très clairement, Jesse March a annoncé qu'il voulait gagner la Copa América, la Gold Cup. Il a le groupe pour, il n'a pas beaucoup d'absents, on va y revenir dans un instant. La question c'est, est-ce qu'il en a les moyens? Eh bien oui, clairement. Quid de Leon Bailey, que devient-il? Il sera à la Gold Cup avec la Jamaïque. Le beau bordel jamaïcain, si je dois m'exprimer ainsi, notamment grâce au clan Bailey. Mais bon, voilà, la Jamaïque est là et Leon Bailey sera à la Gold Cup. Pourquoi est-ce que le Canada a les moyens d'aller chercher la Gold Cup? On l'a vu déjà très vite, dès sa prise en main. Il a pris la sélection 2 mois avant la Copa América et on a vu tout de suite une idée claire de jeu, une volonté, une véritable philosophie de jeu avec un vrai pressing, avec des vraies combinaisons. Et ça s'est poursuivi. Après la Copa América, on parlait tout à l'heure de la Colombie et de l'Uruguay où ça c'est un peu où le ressort s'est un petit peu cassé. Et bien pour le Canada en tout cas, les résultats ont suivi. Victoire en amical face aux États-Unis, face au Panama en septembre et octobre, match nul face au Mexique, victoire donc face aux États-Unis en 3e place pour la Nations League, victoire face à l'Ukraine lors du dernier match amical et surtout un groupe. Alors je vais vous montrer le groupe canadien. Le groupe canadien, il est là. Le groupe canadien, le voici. Un groupe qui est quand même extrêmement dense. Dane Sinclair, l'un des meilleurs gardiens de MLS, est présent, lui. En défense, vous connaissez déjà Moïse Bombito et Derek Cornelius, parce que vous les voyez régulièrement. On peut ajouter des joueurs qui sont des cadres en MLS comme Joel Waterman ou Kamal Miller. On a un milieu de terrain extrêmement dense, extrêmement riche. Stephen Otakio, Mathieu Chouanière, William Saliba, Ismaël Koné, que vous voyez avec le Stade Rennais. Jonathan Osorio, et puis des profils absolument divers et variés, avec des piles dans les couloirs, Jayden Nelson, Jacob Scheffelborg, Tajon Buchanan, qui lui est en Europe aussi, et surtout, ceux qui vont falloir suivre, ça va être les deux David, devant, Promise, celui de l'Union Saint-Gilloise, et Jonathan, le futur ex-joueur du LOSC, aucun lien de parenté entre les deux. Je rappelle que Jonathan David a des origines haïtiennes, si j'ai bonne mémoire. Promise, lui, a des origines nigérianes, donc ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Alors, le Canada, je vois leur groupe compliqué. Il suffit de commencer par 2 nuls contre 2 centraux américains et ça peut mal tourner. Oui, bien sûr. Mais vous voyez que l'essentiel de l'équipe est là. Et très honnêtement, l'équipe que vous voyez là aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'elle soit très différente à la Coupe du Monde de 2026. Le seul absent notable, vous l'avez vu, si vous avez l'œil, forcément c'est Alphonso Davies, mais il s'est fait les croisés, sinon il serait là, clairement. Le Canada, oui, n'a pas un groupe trop facile. Honduras et Salvador, ça peut être des machines à accident, ça c'est clair. Le Curaçao de Dick Advocat,
aussi, mais surtout, ce que l'on attend, nous tous, c'est le Canada-USA que tout le monde nous annonce pour la demi-finale, parce qu'il est potentiel. Mais en tout cas, comme le dit Alès dans le chat, s'il y a bien une équipe qui, pour le coup, est en mode 2026, c'est véritablement le Canada. Tout est déjà solidement armé, déjà depuis l'année dernière, le groupe est clair. Et donc voilà, à la différence des États-Unis, on sait dans quelle direction veut aller le Canada. Il y a des embûches, il y a des choses un petit peu plus compliquées, il y a un contexte particulier, puisque on sait que la préparation est pas optimale, hein. Les stages de préparation, il n'y en a pas beaucoup, parce que la fédération est en manque de moyens. On a déjà fait un dossier, hein, sur le Canada. Donc voilà, il y a aussi des petits éléments, hein, qui peuvent venir mettre pareil les petits grains dans les rouages de ce Canada-là. Je rappelle que Jesse Marsch ne sera pas sur le banc sur les 2 premiers matchs puisqu'il va être suspendu. Il a pris 2 matchs pour des débordements lors des matchs de Nations League. Mais bon, voilà, on verra. On attend un Canada-USA. Et d'autant plus dans le contexte politique qu'on a abordé tout à l'heure avec Jesse Marsch qui a allumé l'administration de Trump, un Canada qui forcément a des relations un peu tendues, un Canada-USA en demi-finale de Gold Cup. Dans ce contexte, on attend, mais que ça. C'est réglé le bordel avec Craig Butler, il a obtenu gain de cause, il a eu son club en D1 jamaïcaine, c'est une catastrophe, dernier du championnat relégué, nickel. Je ne sais pas si c'est totalement réglé, hein, Gringo, mais voilà, on parle de la Jamaïque et le clan Bailey qui met un peu le bazar systématiquement dans cette sélection avec la fédération. Je vous montre le programme quand même, vous voyez que pourquoi il y a peut-être potentiellement danger. On va voir, hein. Premier match, c'est Canada-Honduras. C'est peut-être le gros match entre les 2 prétendants de ce groupe. Donc, ils démarrent très fort. Ensuite, ça sera Curaçao. Et après, ils termineront par le Salvador. Donc, voilà. C'est peut-être la sélection qui peut faire le plus de dégâts. En tout cas, c'est peut-être le véritable favori parce que c'est la seule qui arrive avec de vraies ambitions et avec une équipe qui a déjà avancé ensemble et dans laquelle on voit déjà ce qu'elle veut faire et ce qu'elle fait. Surtout. On revient sur les groupes et on va aborder le 4e larron. Je vous ai dit, hein, que c'était long, hein, cette histoire. C'est pour ça que vous voyez que si on se focalise sur 4, ça suffit largement, hein. J'aimerais trop que les US choquent, ça serait drôle à voir. Après, voilà. Franchement, je trouverais ça triste. Ouais, beaucoup de joueurs comme ça, Blo LS pour Curaçao. Beaucoup de joueurs entre guillemets venus des Pays-Bas, oui. J'ai pas l'effectif en tête là sous les yeux, mais oui, ça vient beaucoup des Pays-Bas, des Eredivisie, de 2e division, exactement, c'est ça. Pour te répondre, Dame Not Story, je sais pas si en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même de très très beaux joueurs, de manière générale. Ils sont pas tous là. J'ai parlé des absents, et il y a d'autres absents auxquels je pense et qui mériteraient probablement d'être là, qu'on aimerait voir là. Le souci, c'est qu'on voit pas dans quelle direction ils veulent aller. Et comme le dit Red, en fait, s'ils choquent, c'est qu'ils l'auront cherché, c'est parce qu'ils avancent pas comme il faut. Ils font pas ce qu'il faut dans le bon sens. Ils avaient le temps de préparer cette Coupe du Monde. Ils se sont obstinés avec Berhalter. Ils l'ont viré, puis rappelé, puis machin, ça a été le bordel. Ils ont perdu beaucoup de temps, ils ont perdu 2 ans. Franchement, ils ont perdu 2 ans et demi. Pochettino arrive. Il doit composer avec ce qu'il peut. Il doit composer avec des joueurs qui ne sont pas forcément des cadres. Après, c'est difficile de dire à Christian Pulisic, ok, tu veux pas venir à la Gold Cup? Eh ben, écoute, tu viendras pas à la Coupe du Monde. C'est difficile parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte. C'est la star du football américain, du football aux États-Unis, pardon, pas du football américain. Donc voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont te choquer? Qu'est-ce qu'on appelle choc? Est-ce qu'ils peuvent ne pas gagner cette Gold Cup? Oui. Est-ce que ça remettrait en cause ce qu'ils envisagent de faire pour 2026, étant donné qu'on ne le voit pas trop? Non. Est-ce que ça peut remettre en question Pochettino? Très franchement, à part une élimination d'entrée en phase de groupe, je ne vois pas ce qui peut remettre en question Pochettino. Donc voilà. Le pays qui va choper les US à la Coupe du Monde aura de la chance. Attention aux États-Unis en Coupe du Monde, ils sont toujours là. C'est pas le Mexique, hein. Donc, enfin, quoique le Mexique, d'habitude, ils sont toujours là. Mais non, les États-Unis en Coupe du Monde, ils sont toujours dans un mode différent. Ils sont toujours là, Nir. Donc, attention à pas trop les enterrer. Et ils ont de quoi bien travailler. Le problème, c'est que, voilà. Bref, on l'a abordé.
On passe au quatrième larron qui est donc le troisième de la zone au classement FIFA, c'est forcément celui du groupe C, c'est le Panama. Le Panama de Thomas Christiansen, finaliste 2023, finaliste de la dernière Nations League, quart de finaliste de la dernière Copa América, même s'ils ont pris 5-0 contre la Colombie, ok. Mais on rappelle qu'ils ont fini deuxième derrière l'Uruguay dans cette compétition en battant les États-Unis. Si vous suivez Hello, vous savez depuis longtemps que c'est la nation qui monte depuis des années, qu'il y a eu une qualification historique pour la Coupe du Monde 2018 qui a été compliquée à digérer déjà pour la Coupe du Monde et dans les mois et dans les 2 ans qui ont suivi. Mais depuis, ça va beaucoup mieux, ça travaille. Thomas Christiansen est là depuis aussi suffisamment longtemps pour avoir mené une vraie politique à tous les étages, même chez les jeunes. Le Gol de Mi País, c'est le pays chouchou de Hello, exactement. Ça ne fait que progresser parce que ça travaille dans le bon sens. Et un petit peu comme le Canada, Panama arrive quasiment avec son meilleur effectif. Il manque un homme, vous savez tout de suite qui c'est, parce que sans un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il n'y aura pas Coco Carrasquilla. On a pensé qu'il pourrait être là parce qu'il avait été blessé au pied et on envisageait à ce qu'il soit là déjà pour les matchs. D'éliminatoires de Coupe du Monde. Et puis il n'a pas été là, il ne sera pas là, probablement par précaution, on ne sait pas trop, c'est assez difficile de savoir, mais le groupe reste quand même très très dense. On va retrouver la concurrence entre Mejia et Mosquera dans les buts, on va retrouver nos chers pistons favoris que sont Amir Murillo et Eric Davis, les rois des centres. Ils nous avaient régalé à la Copa América, ils nous régalent à chaque Gold Cup avec leur qualité de centre, parce que vous allez voir, si vous n'êtes pas habitué à suivre Panama ou à voir Murillo hors qu'à Marseille, vous allez voir qu'il est quand même beaucoup plus offensif avec Panama et beaucoup plus haut dans son couloir. Vous allez avoir comme chef d'orchestre le magnifique Hannibal Godoy, qui est le patron de la maison, 35 ans. Vous allez voir Waterman qui va envoyer des cartouches. Cecilio Waterman, l'homme qui a échangé son maillot avec Thierry Henry, sera là, mais on va suivre aussi les Cesarianis, Christian Martinez, les José Fajardo, Ismaël Diaz, très très bon buteur en Équateur. Ils sont 4 à évoluer en Équateur, enfin 4, pas à évoluer en Équateur, à évoluer à l'Universidad Católica en Équateur. Donc ils jouent en Amérique du Sud. Pas de bouleversement, travail dans la continuité. On n'est pas en train de faire des essais, on est en train de travailler. Mais on est la 5e force de la CONCACAF, faut en profiter. Et pour confirmer notre statut d'équipe chiante à jouer, tu parles de la Jamaïque, oui, parce que la Jamaïque est dans ce groupe. Je vous rappelle, je vais vous montrer même le programme de ce groupe. Panama va commencer face à la Guadeloupe. La Guadeloupe de Jocelyn Angloma, menée par le magnifique Noah Kadiou, j'adore ce joueur. Je l'avais vu à QRM, j'adore ce joueur. Et Thierry Ambrose notamment. La Guadeloupe qui démarre donc par le gros morceau, par Panama. Le Panama-Jamaïque, ça sera lors de la dernière journée, donc par contre, tout sera peut-être terminé. Aucun joueur ne joue au Panama, oui, mais voilà, c'est aussi un signe, ils se sont exportés nationaux. Très clairement, depuis quelques années, ça s'exporte beaucoup du côté de Panama. Un joueur comme Fajardo, moi je l'avais vu arriver quand il jouait au CA Independiente panaméen justement, et à l'époque il était en sélection déjà, il arrivait en sélection quand il était dans ce club là, tu vois, donc voilà, ça avance, c'est aussi un signe. Alors on est dans une zone, je l'ai pas abordé quand j'ai évoqué le Costa Rica, mais on est dans une zone où c'est très compliqué pour les clubs d'exister en dehors du Mexique, des États-Unis, en dehors du Mexique, de la Liga MX et de la MLS. Les Costa-Ricains sont les premiers à en souffrir beaucoup. Économiquement parlant, ils ont moins d'argent. Économique et sportivement parlant, pour accéder sur les phases finales de Conca Champions, il y a un taf de fou, c'est des marathons, tu passes par des qualifications, enfin c'est un bordel pas possible. Donc c'est des compétitions qui leur deviennent de moins en moins accessibles. En tout cas, en moins grand nombre. Et dans le format tel qu'est la Conca Champions. Et donc, par exemple, pour des clubs locaux panaméens, c'est très compliqué quand même d'accéder à ces compétitions-là et donc de retenir tes joueurs pour qu'ils puissent briller à l'échelle continentale. Donc, c'est très, très compliqué de manière générale. Et donc, ça explique aussi pourquoi ça s'exporte très vite. Les Costaricains s'exportent un petit peu aussi. Donc, voilà. Bref, on verra bien.
Vous voyez le groupe de Panama, Guadeloupe, Jamaïque, Guatemala. C'est probablement le groupe le plus relevé hein, de cette Copa América. Je rappelle que la Guadeloupe, on va forcément tous être derrière la Guadeloupe, avait été en demi-finale en 2007. Ça va être difficile, mais bon, on se rappelle, justement, il va être important ce Guadeloupe-Guatemala, et notez que c'est la dernière journée encore. Guadeloupe-Guatemala, c'était le match qui aurait dû qualifier les Guada Boys lors de la dernière Copa América pour les quarts de finale. Ils avaient mené au score 2-1, si je me rappelle bien, et ils s'étaient fait retourner en fin de match et avaient laissé filer la qualification. Voilà, à la fin d'un match qu'ils, voilà, ils avaient, je vais pas dire maîtrisé parce que forcément ils ont perdu, mais une grande partie du match, et la Guadeloupe avait séduit hein, pendant cette dernière Copa Gold Cup, pardon, Copa Oro. Donc voilà, espérons pareil. Si en plus on les empêche d'aller à la Coupe du Monde des clubs, chauffer le chèque, CF Alajuelense. Le problème d'Alajuelense, c'est que tu vois, leur seul moyen d'aller à la Coupe du Monde des clubs, c'est de gagner la Conca Champions. Mais pour aller à la Conca Champions, je te raconte pas le parcours qu'il y a avant. Donc c'est compliqué. C'est très très compliqué. Blague à part, les Reggae Boys, ils ont un bon groupe. Il y a de nouveaux joueurs, mais bon, je ne sais pas ce qu'il veut faire McLaren en termes de jeu et surtout les qualifs de la Coupe du Monde. Faudra pas se foirer, il y a du potentiel. Il a, à ma grande surprise, pris pas mal de joueurs locaux. C'est peut-être un bon signe, pas mal de joueurs de JPL. Ouais, écoute, on verra bien. Déjà, on va voir ce que va faire la Jamaïque. On va voir déjà si la Jamaïque a de nouvelles intentions de jeu du côté de cette Gold Cup. Je revois régulièrement le but de Baron à la dernière Gold Cup, un régal. Il était exceptionnel. C'est vrai, oh là là, t'as raison. Je savais pas si je pouvais mettre des vidéos avec la CONCACAF s'il bloquait, donc j'aurais peut-être pu le faire en mettant, puisqu'elles sont sur YouTube. Bon, voilà. Rubio Rubin me hante encore. Oh là là, Rubio Rubin, incroyable. Bref, rapidement, donc, je le disais, on va surveiller forcément le Costa Rica du Piojo Herrera. Avec la possibilité qu'ils aillent jouer un quart de finale face aux États-Unis. Je rappelle que la dernière demi-finale du Costa Rica, c'est 2017. Attention quand même, hein, parce que le Piojo Herrera, on se moque, mais bosse bien avec ce Costa Rica-là. La sélection, elle s'est faite doubler par Panama. Elle était absente des 3 dernières phases finales de la Nations League. Mais attention, on les a pas vus faire grand-chose lors de la dernière Copa América en termes de jeu. Même s'ils ont accroché le Brésil et qu'ils ont battu le Paraguay, c'était pas le même Paraguay qu'aujourd'hui. Mais bon, du côté du Costa Rica, ça sera l'occasion, je vais vous mettre l'équipe, ça sera l'occasion de retrouver Keylor Navas, forcément. Et puis surtout mon petit chouchou, j'espère il est incertain, on va pas se mentir, mon petit chouchou, il est au milieu, il s'appelle Brandon Aguilera, il a un pied gauche exceptionnel, on l'avait vu au Révélo, j'avais dit avant que le Costa Rica joue, attention les amis, regardez bien le petit Brandon Aguilera, voilà, à voir, il est incertain, on verra bien. À suivre donc aussi la Jamaïque. Je peux vous montrer les groupes, les groupes de ceux qui nous intéressent. Je parlais de la Guadeloupe. Voilà la Guadeloupe. Hein. Je peux vous montrer ceux qui ont été convoqués pour la Guadeloupe. Voilà, vous avez la liste. Et forcément, moi, je pense toujours à Van Den Putten, non, très costaricain. Oui, c'est vrai. La dernière Gold Cup en 2023, on a proposé du jeu, donc je comprends pas pourquoi maintenant c'est... Ah oui, Gringo est sur la Jamaïque. Écoute, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Bref, vous voyez la Guadeloupe avec Jérôme Roussillon notamment. David Rouillard, l'ancien d'un club aujourd'hui presque disparu. Voilà, je vous laisse voir. Johan Angloma, le fils de Jocelyn Angloma, notamment. Donc voilà, ça c'est pour la Guadeloupe. Je peux vous montrer la liste des convoqués pour Haïti du côté des Grenadiers. Donc Johnny Placide forcément. Et puis je le disais, Danley Jean-Jacques, Fafa Pico, le magnifique Dukens Nazon. Plein de noms qu'on aime revoir à chaque Gold Cup, qu'on aime revoir systématiquement sur ces compétitions parce que c'est même la Guadeloupe, hein, Martinique et Guadeloupe sont des sélections qui font systématiquement plaisir et qui proposent aussi beaucoup de jeux. Je vous remontre les groupes. Francis Pierrot, on adore, exactement. Beaucoup de joueurs qu'on aime beaucoup, hein. Martin, expérience de la SNL, c'est vrai. Donc voilà. Beaucoup d'équipes, Guadeloupe et Haïti, c'est toujours des équipes qu'on aime beaucoup. Et petit souvenir, anecdote personnelle, en 2015, à l'époque de ma chaîne sport, et j'en profite pour embrasser mon cher Nico, mon Nico Villas préféré.
on faisait la Gold Cup et donc on faisait les matchs au milieu de la nuit sur ma chaîne sport. Et à l'époque, on utilisait déjà des hashtags. Le hashtag c'était MCS Live, ma chaîne sport live, MCS Live. Et les gens pouvaient interagir avec nous sur le hashtag. Et voilà, on lisait leurs messages et tout. Les matchs d'Haïti, c'était une folie tellement il y avait du monde qui nous envoyait des messages pendant les matchs. C'était une dinguerie. Est-ce que je peux recruter Nico Villas pour Hello? Il faut inviter sur Hello mon Nico Villas. Alors bah je peux l'inviter, hein. C'est un ami Nico, donc voilà. Voilà. Mais ouais, c'est déjà attendons de voir où il va aller. Je n'ai pas d'idée, hein, je ne sais pas. Voilà, bref, je le laisse avancer. Voilà, tout ça pour dire que la Gold Cup, ça démarre donc ce week-end. C'est à la même heure que sa libre antenne. C'est vrai, exactement. Dommage, sans l'Arabie Saoudite, on aurait eu peut-être la Martinique ou le Nicaragua. Oui, mais après, c'est la règle, hein. C'est la règle. La Martinique a perdu son match de barrage, hein, concrètement. Je ne sais plus contre qui. C'est pas contre le Guatemala. C'est pas contre le Guatemala. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Salvador Honduras, souvenir des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 et les drames. Tu parles du drame de la Coupe du Monde. Suriname, merci Nacio. J'avais un doute, hein. Suriname, merci. Donc la Martinique était à rien d'y aller, hein, concrètement, hein, à cette Gold Cup. Elle s'est faite sortir par le Suriname. Salvador Honduras, je pense que tu penses aussi à 1970, au drame, la fameuse, soi-disant, le match de la guerre des senteurs, ouais, qui n'a pas été déclenché par le match, hein, le match a servi un petit peu de catalyseur, mais c'est pas le match qui a déclenché la guerre, hein, ça a monté avant. Il y a un article sur Hello à ce sujet-là, normalement. Je peux le mettre dans la description aussi, d'ailleurs. Donc voilà pour la Gold Cup qui démarre ce week-end, qui durera jusqu'au 6 juillet, finale à Houston, me semble-t-il. Si j'ai bonne mémoire, au Energy Stadium, je crois que c'est à Houston, ce stade-là. Voilà, on va kiffer. C'est la compétition à suivre dans ce mois de juin, et pas l'autre. Voilà, on le rappelle, on le rappellera, on ne cessera de le rappeler et de le répéter. C'est la compétition qu'il va falloir suivre. J'entre pas trop dans le détail pour la suite de la compétition. Je vous dis, il y a un guide, hein, qui va arriver en fin de semaine. Il sera complet. Je présenterai chaque sélection. Je parlerai de chaque sélection. Je ne vais pas vous les présenter joueur par joueur, hein, sinon vous imaginez 16 équipes, ça peut être très violent. Ça va être violent de toute façon, mais voilà, ça fera de la lecture. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit disponible vendredi pour que vous ayez le temps. Rendez-vous donc en fin de semaine pour le guide. Rendez-vous alors. Les lives, on va en faire parce qu'on va quand même se faire plaisir sur la Gold Cup. Je ne peux pas arriver et vous dire il faut suivre la Gold Cup et pas vous offrir des lives. On va avoir pas mal de lives en juin du coup, exactement. Je le disais, pas le match d'ouverture qui est le match du Mexique parce qu'il est à 4h du matin, mais dans la nuit de dimanche à lundi prochain, USA, Trinidad et Tobago, 1h du matin, si j'ai bonne mémoire. Ça sera notre premier live de la Gold Cup. On démarrera là-dessus sans mon Steven Saba. Ah, Gringo, il est bloqué sur Steven Saba. Voilà, on fera des lives. Je donnerai le programme détaillé. J'ai pas épluché encore toutes les rencontres avec les horaires français pour tout vous dire. De toute façon, comme d'habitude, ça sera sur le Discord, ça sera sur les réseaux sociaux, j'annoncerai tout cela. Mais très honnêtement, je crois que le USA Trinidad et Tobago est à 1h du matin dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, USA Trinidad et Tobago, on ira. On arrive à la fin de ce dossier Gold Cup, je le rappelle, il y aura un guide, il y aura des lives. Toutes les infos seront données sur les différents réseaux sociaux. Je sais que ceux qui sont présents dans le chat, vous êtes déjà sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord. Ceux qui nous écoutent en replay ou en podcast, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et vous aurez toutes les infos. Et vous pourrez venir voir la Gold Cup avec nous dans le channel Amérique du Nord où on va pouvoir passer des soirées tranquilles à regarder toutes ces équipes-là. On va en rester là pour cette émission. On va se donner rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour les éliminatoires sud-américains, dans la nuit de dimanche à lundi pour le début de la Gold Cup. Ça, c'est le programme de la semaine que je suis en train de vous égrener. Et donc, lundi prochain, 22h, probablement, peut-être, je ne sais pas encore, si on fera un live lundi prochain ou si on ne consacre pas le mois de juin à refaire un lucarne américaine. Parce que là, on va être pris, forcément, les clubs, ça va plus jouer beaucoup. Les sélections, ça va se calmer. Donc, peut-être qu'on se concentrera à faire
On se concentrera à faire nos lives de Gold Cup pendant le mois de juin jusqu'à début juillet. Voilà, on en reste là. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui écoutent les podcasts et qui regardent les replays. N'hésitez pas à mettre des trucs, à mettre des commentaires et des pouces sur les rediffs YouTube. Juste pour emmerder YouTube, je vous rappelle qu'on ne monétise pas. On ne peut pas monétiser nos vidéos, on n'a pas le droit. Puisque je vous rappelle que la personne qui vous parle actuellement est une IA qui n'existe pas et qui vole le contenu d'un créateur. Merci YouTube. Allez, merci à tous. On se retrouve dans la nuit de mardi à mercredi pour les éliminatoires sud-américains et donc dans la nuit de dimanche à lundi pour le début de la Gold Cup. Bonne semaine de foot à tous et à la nuit prochaine tout simplement. Salut tout le monde.